Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Quai des Savoirs pour cette nouvelle rencontre Borderline organisée dans le cadre du partenariat avec la mission Agrobiosciences INRAE. Le 18 juin dernier, le gouvernement d'Elisabeth Borne présentait, je cite, un plan visant à lutter contre la surfréquentation touristique et ses effets négatifs sur les sites et les populations locales. Qui n'a en effet jamais vu ces images des falaises d'Étretat bondées ou encore ces reportages sur les jauges mises en place dans les calanques de Sugiton à Marseille. Effectivement, en effet, certains lieux seraient aujourd'hui exposés à une surfréquentation de visiteurs qui mettrait en péril leur devenir. Mais si la fréquentation de certains sites augmente, est-ce qu'il faut parler pour autant de surtourisme ? Que cache d'ailleurs l'emploi tous azimuts de ce terme qui est extrêmement médiatique ? Et quelles actions vont déployer les acteurs des territoires qui sont concernés par ces phénomènes ? Alors Borderline ouvre le débat sur la spécificité de centrer la discussion aujourd'hui sur le cas des espaces naturels. Alors ces derniers devant trouver le juste équilibre entre la gestion des espaces et des flux, entre la gestion des flux de visiteurs, la préservation de la biodiversité, puisque ça fait quand même la richesse du territoire, mais aussi le maintien des activités économiques implantées sur ces territoires comme le pastoralisme ou encore la pêche. Et le tout dans le contexte de changement climatique que nous connaissons tous. Aux manettes de l'émission aujourd'hui, Marina Léonard du Quai des Savoirs et moi-même, Lucie Gillot de la mission Agrobiosciences INRAE. Pour brosser le portrait de cette notion qui est assez polémique, 4 invités à nos côtés ce soir, dont vous avez les bios dans les livrets de salle que vous avez à disposition pour les personnes en salle ou sur le chat. Alors tout d'abord, nous accueillons Florian Chardon. Alors vous êtes directeur du syndicat mixte Canigou Grand Site. Bonjour Florian. Bonsoir. Steve Agimon, vous êtes historien et vous êtes également directeur adjoint du département d'histoire de l'Institut d'études culturelles et internationales de l'Université Paris-Saclay. Bonjour Steve. Bonjour. Nous accueillons à vos côtés Charlotte Michel. Alors vous êtes créatrice du bureau d'études Usages et Territoires et vous avez été la coordinatrice du projet scientifique Porquerolles en 2050. Bonjour Charlotte. Bonjour. Et enfin, Pierre Torrente, directeur du campus des métiers et des qualifications du tourisme pyrénéen à l'Université Toulouse de Jean Jaurès et vous êtes également président de l'association Transition des territoires de montagne. Bonjour Pierre. Bonjour. Bonsoir à tous, bonsoir également à vous tous. Alors en amont de cette rencontre, on a également lancé un appel à contribution auquel ont répondu plusieurs personnes et je les remercie chaleureusement parce que leurs contributions nous ont permis ce soir de mieux affiner notre grille et de préparer ce débat. La soirée va se dérouler en 2 temps. On va d'abord poser les éléments de problématique avec les intervenants et les intervenantes qui sont à la tribune et suivra un temps de mise en discussion avec vous où vous pourrez tout à la fois poser vos questions mais également réagir, donner votre analyse du sujet. J'invite également les personnes qui nous suivent à distance à déposer leurs questions dans le chat ou même à mettre leurs commentaires pour qu'on puisse ouvrir le débat le plus largement possible. Alors pour démarrer cette rencontre, on voudrait d'abord poser un peu le cadre de la problématique en vous soumettant une question qui est en apparence assez simple mais qui je pense va nous occuper quelque temps. C'est celle de la définition ou du cadrage de la notion de surtourisme. On va peut-être commencer avec vous Pierre Torrente. Que vous évoque ce terme? Est-ce qu'il est nouveau et est-ce qu'on en a d'ailleurs vraiment une définition un peu universitaire? Bien, alors effectivement, vous avez raison de le signaler, surtourisme, il n'y a pas plus simple comme concept. Il faut toujours se méfier des concepts trop simples. Alors, il faut juste peut-être commencer par se féliciter d'aborder ce sujet ce soir. Parce que qui dit surtourisme dit a priori du monde dans les sites touristiques. Et comme j'ai plaisir à le rappeler, ça fait 40 ou 50 ans qu'on demande aux professionnels, il y en a dans la salle et qui nous écoutent, on leur demande d'être de bons professionnels et de faire venir des touristes sur les territoires. On ne va pas s'en plaindre. Deuxièmement, s'il y a du monde sur les sites touristiques, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui accèdent aux vacances et on ne peut que se féliciter également que les personnes puissent prendre des vacances. Une fois que j'ai dit ça, je pense qu'il faut faire attention à l'emballement. Alors, je ne sais pas s'il est médiatique, parce qu'il me semble qu'il y a aussi, j'allais dire peut-être nos gouvernants qui ont mis ça sur la table, la notion de surtourisme, et vous l'avez rappelé tout à l'heure. C'est facile, parce que tout le monde peut le comprendre. Par contre, qu'est-ce qui se cache derrière? Certainement, il se cache des pics de fréquentation,
mais qui sont liés à un certain nombre de phénomènes. Donc je vais en prendre juste quelques-uns. On ne va pas s'étonner qu'au mois d'août, il y ait du monde. C'est la période dans laquelle le plus de personnes ont des vacances. Voilà. Donc si on veut éviter ça, il n'y a qu'à étaler les vacances ou donner des vacances tout le temps. Vous allez voir, le surtourisme va se régler assez facilement. Donc ça, c'est le premier point. Derrière ces éléments, on a l'impression que les sites sont envahis de monde. Oui, sans doute, on va peut-être plus parler de pic de fréquentation que de surtourisme, parce que si on compte en nombre de jours dans une année, par moment, les sites, ça va être 15 jours, voire 3 semaines pour certains, où on va avoir vraiment des débordements. Mais il y a un certain nombre de sites touristiques où, malheureusement, il vaudrait mieux parler de sous-tourisme. Parce qu'il y a toute une partie de l'année pendant laquelle, malheureusement, les commerces ne peuvent pas fonctionner et tous les travailleurs du tourisme n'ont pas d'emploi. Et ce n'est pas avec cette activité-là qu'on peut maintenir une épicerie ouverte, une boulangerie ouverte, une station d'essence, enfin, etc. Donc, je serai très mesuré sur cette notion de surtourisme, et en même temps, on peut amener quelques autres éléments, c'est-à-dire que ici ce soir dans la salle, par exemple, on n'est pas surfréquenté parce que vous avez mis le nombre de places disponibles et nécessaires pour le nombre de personnes. Imaginez que vous mettiez qu'un banc. Qu'est-ce qu'on parle? De surfréquentation ce soir? Voilà. Donc tout ça pour dire que par moment, on y reviendra tout à l'heure, mais sans doute qu'il y a à repenser une organisation des sites, et je ne pense pas simplement en termes d'aménagement, il y a sans doute à repenser aussi des équilibres entre des activités touristiques qui sont, je le dirais, mise en œuvre sur des territoires, et sans doute peut-être d'autres secteurs d'activité, l'agriculture, l'artisanat, voire l'industrie, qui fait que des territoires vont peut-être pouvoir vivre d'autres choses que du tourisme et ne vont pas s'emballer et s'embarquer dans une course folle, vous avez parlé de Venise tout à l'heure, une course folle à qui a le plus de touristes. Et dernier point que je voudrais souligner, qu'il ne faut pas négliger, en préparant l'émission, je vous le disais, il y a des sites touristiques, je vais en prendre un. Gavarnie, dans les années 90, il y avait, quand ils ont été classés patrimoine mondial de l'UNESCO, ils ont eu des pics jusqu'à 800 000 touristes. Par an, mais concentré sur maximum 4 mois de l'année, avec un pic qui était juillet-août. Voilà. Bien, à cette époque-là, et j'ai travaillé sur ce site, j'ai jamais entendu parler de surfréquentation, j'ai jamais entendu parler de surtourisme. Aujourd'hui, ils sont plutôt à 350 000, 400 000, et tout d'un coup, sur le même lieu, ce qui n'était pas du surtourisme à 800 000 devient du surtourisme à 350 ou 400 000. Donc je voudrais juste que l'on ait à l'esprit que peut-être il y a un phénomène de société qui est en train de se manifester, à savoir que est-ce que derrière le surtourisme, il n'y a pas une société qui est en train de s'individualiser et qu'aujourd'hui, on aurait envie d'être seul et peut-être de consommer l'espace seul et qu'on a du mal à le partager avec l'autre. Voilà. Alors, on le voit, et je crois que dans les contributions, notre collègue philosophe le pointe, qu'on peut faire des parallèles sans aller trop vite, mais peut-être entre les questions et les débats sur l'immigration et puis les notions de surtourisme, elles arrivent au même moment. Voilà. Et dernier point, on est souvent aussi en période de crise, en période de fragilité, on a subi quelques crises, et on sait très bien que tout le monde se replie sur soi-même un petit peu, et on a du mal à vivre ensemble. Et juste, je termine sur 2 chiffres. Une fois qu'on a dit ça, c'est quand même que 50 à 55% des Français qui partent en vacances, et à l'échelle mondiale, c'est moins de 20%. Donc quand on parle de surtourisme, ça voudrait dire qu'on balaye d'un revers de main, j'allais dire, les 80% des habitants sur la planète qui n'ont pas accès aux vacances. Donc ça invite à la réflexion. Voilà quelques éléments sur le surtourisme. Sachant que dans les 50-55% de Français, c'est pareil, c'est pas tout au long de l'année de la même manière. C'est pas tout au long de l'année de la même manière, c'est pas dans les espaces de la même manière, mais quand même, quand on regarde, faisons abstraction de cette remarque, c'est 1 Français sur 2 qui n'accède pas aux vacances. Et quand on prend les vacances d'hiver, puisqu'on nous en sortons, c'est 1 Français sur 10.
Voilà, donc attention à gérer les flux et attention, et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, à ne pas transformer un problème, je dirais, en un problème un peu plus complexe et notamment un problème d'exclusion, puisque la gestion des flux, souvent, je vais en reparler, amène peut-être à exclure, et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Je vais juste préciser la contribution à laquelle vous faites référence, c'est celle de Francesco Scretti, et qui en fait fait le lien avec la question du populisme et la manière dont en fait certains territoires finissent par rejeter l'étranger, soit par des questions, enfin le tourisme comme étranger, soit pour des questions culturelles ou des questions économiques. Alors oui, j'aurais bien aimé entendre Steve Agimon là-dessus, parce que vous êtes spécialiste du tourisme environnemental. Est-ce que cette notion de surtourisme, elle est nouvelle au sens historique du terme ? Alors, elle est nouvelle sur... oui, on peut retracer en s'amusant à regarder sur Google, par exemple, les occurrences de ce mot surtourisme avec la base de données Google Books. Hein. On voit que les premières occurrences d'overtourisme, en fait, en français, il n'y a même pas de... c'est même pas significatif sur Google, mais on voit apparaître dans les années 80-90 le terme d'overtourisme, donc bon, quelque chose d'assez récent. Par contre, le phénomène que ça décrit, là on peut voir une continuité avec des inquiétudes qui remontent quasiment au début de l'histoire du tourisme, avec un tourisme finalement qui est accusé par certains de détruire ce qu'il valorise, de détruire d'abord les cultures. Donc ça, on le retrouve dès la fin du XVIIIe siècle, finalement, dans certaines régions de montagne où les voyageurs vont regretter que ces populations locales aient perdu leurs mœurs anciennes au contact de la richesse des touristes. Et puis ensuite, au XIXe siècle, on va avoir des inquiétudes sur les paysages, sur ce tourisme qui détruirait les paysages. Et donc, finalement, ce débat sur le surtourisme s'inscrit dans la continuité de débats récurrents sur ce tourisme qui détruit ce qui valorise. Alors, par ailleurs, ce tourisme, bien sûr, il s'inscrit aussi dans ce monde qui déborde, ce monde actuel qui est en débordement, où nos activités économiques sont trop intensives, trop énergivores et trop gourmandes en milieu naturel. Donc, c'est pas parce que le débat sur une forme de surtourisme est ancien qu'il faut minimiser ce qui est en train de se passer, qu'il y a un monde qui connaît des bouleversements profonds, écologiques profonds, qui nous impose, je pense, moralement en tout cas, de reconsidérer un petit peu l'ensemble de nos activités. Et le tourisme, c'est une activité assez essentielle dans nos modes de vie occidentaux. Ce tourisme, il a accompagné l'industrialisation, il a accompagné l'urbanisation. Dans une certaine mesure, il l'a rendu acceptable pour les populations urbanisées ces sacrifices paysagers, écologiques et sociaux qu'amenaient l'industrialisation et l'urbanisation depuis le XIXe siècle. Et ce tourisme, il s'est nourri de l'industrialisation. On voit une phase assez continue de croissance. C'est assez dingue de voir la croissance du tourisme depuis le 19e siècle. On le voit, chaque crise, chaque guerre, eh bien, le tourisme recule et puis il repart de plus belle. Ensuite, on a un taux de croissance du tourisme finalement depuis le 19e siècle que sans doute très peu de secteurs ont connu. Et ce secteur, il s'accompagne donc de l'industrialisation par les chemins de fer, et ensuite par la pétrolisation, par la révolution des techniques de construction aussi. Enfin, le tourisme est à la fois porteur et enfant des transformations majeures connues depuis le 19e siècle, qui ont complètement bouleversé l'environnement occidental et puis aussi largement avec la colonisation et la mondialisation mondiale. Donc le tourisme, il est bien à comprendre dans cet ensemble-là. Et simplement quelques chiffres sur ce surtourisme. Si on parle de surtourisme, on peut le penser à l'échelle mondiale, tout en, effectivement, Pierre l'a souligné, il n'y a qu'une minorité de la population mondiale qui s'adonne à ce tourisme, international en particulier. Mais c'est 11% des émissions de gaz à effet de serre en France qui sont liées au secteur touristique, donc c'est un secteur considérable. Et puis, bon, ça c'est seulement l'empreinte en termes de gaz à effet de serre, mais on pourrait ajouter toute l'empreinte écologique du tourisme. Le tourisme participe pleinement d'un monde qui n'est pas viable. Carrément, on a déjà un bon élément problématique. Je pense qu'on reviendra sur la question de l'industrialisation. Je sais que vous, c'est également quelque chose sur lequel vous avez beaucoup réfléchi et travaillé, mais peut-être avant, je ne sais pas si Charlotte Michel ou Florian Chardon veulent également donner leur pierre à l'édifice ou réagir à ce qui vient d'être dit. Soit sur cette définition ou peut-être la manière dont vous l'avez appréhendé sur vos territoires respectifs. Peut-être apporter également une nuance, c'est-à-dire que beaucoup de sites sont fréquentés par des habitants de proximité. Donc, et la définition même de tourisme sous-entend
l'idée de séjour, de nuitée. Et donc là-dessus, en tout cas, c'est le terme. Est-ce qu'il est juste? Est-ce que c'est le bon? On pourrait se poser cette question parce qu'effectivement, cette fréquentation, d'ailleurs, on voit sur un certain nombre de sites, les fréquentations, c'est le samedi, le dimanche. Prenez la Sainte-Victoire, par exemple, qui est au pied aux portes de Marseille et d'Aix-en-Provence. C'est la montagne, c'est le lieu récréatif de tout ce bassin de vie. Et nous, sur le massif du Canigou, c'est aussi potentiellement la même chose. C'est une montagne qui est avant tout fréquentée et pratiquée par des habitants, par les Catalans. Et donc voilà, donc une nuance en tout cas à amener aussi des précisions sémantiques sur ce mot de tourisme. Sur le périmètre du touriste, qui est le touriste finalement? Effectivement. Charlotte Michel, donc, on va parler de visiteurs, alors peut-être dans ce cas-là, ce soir. Alors c'est vrai que moi j'ai plutôt travaillé sur la surfréquentation, pas tellement sur le surtourisme, parce que je me suis toujours j'ai travaillé pour des espaces protégés. Donc quand la personne elle rentre, c'est plus un touriste, c'est un fréquentant, un marcheur. Et les problématiques auxquelles on est confronté, c'est qu'effectivement, ces espaces protégés, au début, ils étaient contents d'avoir du tourisme, de la fréquentation, parce qu'ils existaient. Et même, ils cherchaient, on les accompagnait pour qu'ils comptent combien il y avait de gens qui venaient pour justifier qu'il fallait investir sur la gestion des espaces naturels, parce qu'ils participaient, parce qu'ils avaient 1 million de visiteurs, 300 000 visiteurs, etc., pour les collectivités locales. C'est une bonne façon de dire, on existe, donnez-nous des sous, donnez-nous des moyens de gestion, etc. Donc ça, c'était une phase, jusqu'aux années 2000, 2010. Et puis tout d'un coup, le truc, il est hop, il y a eu un overlap. Après, c'était non, mais le tourisme, il nous tue. Voilà. Tout d'un coup, on n'y arrive plus parce que ça demande d'aménager, voilà, ça demande d'équiper. Donc ça dénature, entre guillemets, ça change le paysage. Je ne sais pas si c'est dénaturé, mais ça transforme le paysage. Mais surtout, il y a eu des risques, tout d'un coup, beaucoup plus graves. Des risques d'incendie ou des risques de saturation, de ne plus pouvoir assurer au niveau de l'eau ou d'avoir des risques qui devenaient dangereux, en fait, même pour le tourisme lui-même et pour les habitants. Donc là, on a passé un cap un peu... Avant, ça gênait, ça dérangeait, mais tout d'un coup, il y a eu, en tout cas sur Porquerolles, des grosses angoisses, des grosses inquiétudes d'incendie, par exemple, ou de consommation d'eau. Donc on est passé effectivement sur d'autres... Alors, est-ce que c'est parce qu'on a eu une prise de conscience de ces risques qui étaient toujours là, puisque Porquerolles a brûlé au début du 19e, donc le problème de l'incendie, au début du 20e, il était déjà là. Ou voilà, est-ce que c'est une prise de conscience ou c'est des nouveaux arguments qui sont arrivés? Et l'autre risque qui est fort aussi, mais qui concerne surtout les stations et puis le balnéaire, c'est le prix du foncier qui fait que les gens ne peuvent plus se loger. Voilà. Et là, il y a un clivage fort qui se fait entre les habitants et cette question du touriste, parce qu'on ne peut plus habiter, le prix au mètre carré est devenu excessif. Et donc ça crispe énormément et ça crée effectivement un clivage important entre ces habitants. Et ce que je peux rajouter Bien aussi, moi je pense que c'est aussi un problème effectivement d'aménagement et de communication, c'est que ces espaces protégés, on en fait la publicité pour que toute la micro-région vive autour de ces emblèmes de nature. Or, ils ont déjà beaucoup à faire, ne serait-ce que pour la gestion de la biodiversité. Et c'est un peu dommage de surenchérir avec ça, alors qu'il y a des espaces qui sont sûrement très jolis ou qui demanderaient à être mieux aménagés, mieux valorisés au niveau du paysage et qui pourraient déjà nous satisfaire pour tout ce qui est promenade, randonnée, course à pied, etc. Et on focalise que sur ces petites pépites, finalement, et on oublie qu'entre la ville et ces pépites, il y aurait plein d'espaces qu'on pourrait aménager, qu'on pourrait faire des superbes trames vertes qui n'empiéteraient pas sur la trame verte pour la biodiversité et dans laquelle on pourrait déjà assouvir beaucoup de besoins de contact avec la nature. Alors peut-être aller vers une transition un peu différente, une décentralisation, on va dire, de ça. Alors, un peu dans les mots que vous dites là, et on l'a aussi beaucoup vu dans les contributions, c'est cette notion de seuil, qui est un peu un point central du débat. Est-ce qu'il y a un seuil? Est-ce qu'il y a on parle de surfréquentation, un nombre limite? Est-ce qu'on pose un nombre limite? Est-ce qu'il y a une limite acceptable, pas acceptable? Alors, cette notion, c'est gérer les fluides publics, finalement. Toutes ces zones, ces termes se recroisent, se recoupent. Est-ce que c'est une préoccupation qui est si nouvelle que ça? Et quels seraient les angles morts de ça? Parce que est-ce qu'on peut simplement réduire à gérer les chiffres, les seuils, et puis c'est bon?
Chaque territoire, en fonction de sa géographie, va pouvoir ou pas faire un seuil. Il y a des histoires qui sont tellement poreuses, il y a tellement d'entrées que donner un chiffre, c'est impossible. On peut y aller à pied, on peut y aller en vélo, on peut y aller en navette maritime, on peut y aller. Donc là, pour des espaces comme ça, c'est hyper compliqué. Donc on peut mettre des seuils dans des capacités de parking, on peut reculer des parkings, on peut faire des éléments comme ça. Sur les îles, effectivement, ça apparaît plus explicite puisqu'il y a une navette, il y a 1 ou 2 bateliers qui vont faire des navettes. Donc on peut mettre un seuil et ensuite il suffit de limiter après la plaisance, etc. Mais moi, quand j'avais commencé à travailler sur Porquerolles, je lui ai dit, bon, vous cherchez un chiffre magique. Et on m'avait dit, ah non, non, surtout pas, on ne cherche pas le chiffre magique. Mais finalement, à la fin du processus de la démarche, il y a quand même un chiffre qui est sorti. Voilà. Il a fallu limiter à 6000 personnes jour l'arrivée par les bateliers. Mais parce que c'est une île, Porquerolles, hein, c'est une île dans le Var, en face de la commune d'Hyères, hein, où il y a 3 îles d'or, donc Porquerolles, Porquerolles et le Levant. Et sur Porquerolles, effectivement, il y avait 7 ou 8 compagnies maritimes qui font des navettes toute la journée en saison et qui amènent des gens à la journée. Donc là, effectivement, la question de chiffres, elle pouvait être importante. Mais je pense que si je regarde au Canigou, est-ce qu'on peut parler d'un seuil, d'un chiffre? C'est beaucoup plus compliqué. C'est vrai que la question s'appuie notamment sur tous les exemples d'îles ou d'endroits où on commence à poser des jauges de fréquentation limite. Alors, on a parlé de Porquerolles, parce qu'effectivement, vous avez accompagné toute la transition qui s'est faite sur ce parc naturel-là. L'île de Bréa, en Bretagne, réfléchit également. Je sais que l'île d'Aix, également, dans les Charentes-Maritimes, il y a une contribution dessus, commence à réfléchir. Donc, vraiment, la question, c'est à la fois, vous l'avez dit, avant, c'était quelque chose d'hyper valorisé, la fréquentation. Aujourd'hui, on est complètement sur quelque chose de repoussoir, en fait. Ça devient un élément négatif. Et puis, la deuxième sous-question, c'est comment on calcule, comment on évalue. Est-ce qu'il y a quelque chose d'objectif? Par exemple, sur Porquerolles, c'est pas vous qui avez du coup décidé le chiffre, mais comment, sur quelle base a-t-il été fixé? Est-ce que c'est sur une expérience de comptage d'une journée? Voilà, juste s'il pouvait préciser 2 mots, et après on demandera à Florian de nous expliquer ce qui a pu se passer également sur le site du Canigou. Alors effectivement, sur Porquerolles, c'est assez surprenant. On aurait pu se dire, c'est le risque incendie. Donc c'est le nombre de personnes qu'il va falloir évacuer si l'île brûle en 2 heures. Non, c'était pas celui-là. On aurait pu se dire c'est la consommation d'eau, puisque c'est une île qui est alimentée. Cette année il y a un sea line, mais jusqu'à présent c'était une île qui était alimentée en eau douce par un bateau. Les saisons des mois les plus chauds, parce que la nappe ne suffisait pas. Donc on aurait pu se dire tiens, c'est la limite, ça va être la capacité au niveau eau. Non, ça n'a pas été ça. Et en fait, le chiffre qui est sorti, c'est absolument pas objectif, c'est un chiffre politique. Hein, d'un coup, on a dit, ça sera ce chiffre, c'est un choix politique, d'humain. Hein, et on n'a pas trouvé de critères objectifs, scientifiques. On a découvert qu'à partir d'un certain seuil, les gens étaient moins contents de leur visite. Voilà. Donc ça, c'est un chiffre dans le monde du tourisme qui a fait réagir tout le monde, que ce soit les restaurateurs, tout le monde économique, là, a frissonné. Et c'est ce chiffre qu'on a pris. Or, c'est déjà le chiffre haut. C'est-à-dire on a pris le 6000. C'est à partir de 6000 qu'on voit que les gens sont moins contents. On a pris 6000. On pourrait se dire, il aurait peut-être prendre le chiffre en dessous. Est-ce qu'ils sont déjà pas contents à 6000 ? Mais je suis revenue à Porquerolles il n'y a pas longtemps, puisque ça s'est mis en place en 2022. Donc, j'ai un peu sondé, voir si ça avait fonctionné, en fait. Et finalement, ça n'a pas si mal fonctionné que ça. Je dois dire, je suis assez surprise. Les flux, les embouteillages parce que pour arriver à Porquerolles, il faut prendre une route qui vient sur une presqu'île, la presqu'île de Gien. Donc c'est une espèce de voie sans issue. Hein. Et après, on se gare et on embarque. Donc il y avait une saturation excessive déjà pour arriver à l'embarcadère de l'île. Ensuite, il y avait une accumulation de flux, c'est-à-dire qu'on faisait l'embouteillage pour arriver à l'embarcadère, on faisait l'embouteillage pour garer sa voiture, on était encore dans la queue pour monter dans le bateau, et on était dans la queue et tout le même chose pour le retour. Mais on a déjà observé que la mise en place de la jauge et qui ont été suivies d'aménagement, de réservation du bateau, mais on n'a pas repoussé les parkings, mais d'autres embarcadères, etc. Ça a permis effectivement de décongestionner un certain nombre d'éléments. Et juste, le 6000, il a atteint à peu près combien de jours par an, pour reparler des... Et après, on laissera Florian et Pierre réagir. Alors effectivement, les 6000, c'était ces fameux pics. Voilà, ce qui posait problème, c'était les pics.
Voilà, c'est pas parce que le tourisme, il est bienvenu à Porquerolles, etc. Donc c'était juste certains jours où ça saturait, c'est-à-dire que les restaurants saturés, ils en étaient à faire 3 services à midi. Les hôtels, bien sûr, ils étaient complets depuis longtemps. Et tout le monde faisait de la queue partout, etc. Et alors, il y avait peut-être que les glaciers qui pouvaient continuer à vendre des glaces et les loueurs de vélos qui pouvaient continuer à louer des vélos, etc. Donc, il y avait quelques opérateurs touristiques qui pouvaient encore amplifier leurs marchandises, mais d'autres qui ne pouvaient plus. Et ça, c'était quoi entre 15 et 20 jours l'été. Maximum, ça concernait essentiellement 2 jours par semaine. Et puis du 15 juillet au 30 août, même au 20 août, j'allais dire. Donc c'est très peu de jours, effectivement. Florian, peut-être sur la manière dont, parce que le Canigou, c'est aussi un endroit excessivement fréquenté. J'ai pas dit surfréquentation. Alors, en fait, tout va dépendre de quoi on parle, l'échelle territoriale. C'est-à-dire que tant qu'on a considéré le Canigou comme un monument, un site, un spot à visiter, évidemment qu'on est dans ces problématiques de potentiel engorgement, saturation ou autre. Et dès lors qu'on aborde les choses à une échelle territoriale différente, qu'on dézoome un petit peu, et bien sûr avec l'appui d'outils d'observation, parce qu'il faut objectiver des choses. Je pense que ça c'est hyper important, notamment dans le contexte actuel où effectivement le bruit médiatique ambiant fait que notre seuil de tolérance à certains visiteurs change. Mais dès lors que, voilà, parce que si on fait une carte de la répartition spatiale des gens sur le massif du Canigou, les zones qui vont se teinter de rouge et celles qui vont être plus claires, on va évidemment avoir beaucoup plus de zones claires que de zones foncées. Et donc, dès lors qu'on considère, qu'on prend quel que soit le site comme, alors sur un contexte insulaire, c'est certainement un peu différent et à nuancer ce que je vais dire. Mais en tout cas, sur une approche plus comme un massif de montagne ou autre, ou même un territoire touristique. Voilà. Et en fait, tout le travail va être d'essayer de dézoomer pour passer du site, du monument, au territoire et à la destination, ou à la destination. Et en fait, ça va permettre de se donner des marges de manœuvre, des leviers d'action, et surtout d'avoir un différentiel dans le temps et dans l'espace qui va permettre, pour le coup, de fluidifier ou d'améliorer l'expérience du lieu. L'esprit des lieux, l'expérience du lieu, c'est une notion fondamentale qui va de pair avec la satisfaction client, pour ainsi dire. Mais en tout cas, ça va être essentiel. Et nous, effectivement, sur le massif du Canigou, 30 ans de travail pour reculer l'accès, passer d'un monument à une destination. Et effectivement, dès lors qu'on a reculé les parkings, alors là, c'est pas reculer les parkings de 300 mètres ou de 500 mètres parce qu'il y a une zone plus propice pour se garer ou un parking plus vaste. Nous, en l'occurrence, ça a été reculé de 4 heures de marche. Voilà, que c'est 1000 mètres de dénivelé. C'est un peu, alors ça se fait pas en un coup de baguette magique ou en une décision politique, évidemment. C'est 30 ans d'action et 30 ans de travail qui nous amènent à ça, avec évidemment des coups de butoir parfois et des rapports de force à d'autres. Mais en tout cas, ça permet très clairement de fluidifier les choses et d'améliorer cette expérience des lieux et de fait, d'augmenter ce seuil et cette capacité de charge ou cette capacité d'accueil d'un site. Et là où on avait peut-être un sentiment de saturation parce que tout le monde, à l'époque où tout le monde se concentrait sur le massif, accédant aux voitures à 2 heures du pic et montant en 2 heures de temps au pic du Canigou, tout le monde s'est retrouvé entre 11h et 16h. Et aujourd'hui, les compteurs nous disent qu'il n'y a pas moins de monde au pic. Simplement, aujourd'hui, ils s'y retrouvent du lever du jour au coucher du jour. Et avec une pratique et des accès qui sont démultipliés, vu que plus on recule, plus on a des volants d'accès ou des possibilités d'accéder. Des sentiers ou des itinéraires. Tout à fait. Et d'où la notion derrière de projet territorial aussi. Parce que qui dit recul aux échelles qui sont évoquées là, ça ne se fait pas à l'échelle d'une commune ou à l'échelle d'une vallée. Ça se fait à l'échelle d'un massif. Donc la notion de gouvernance territoriale, de projet et de stratégie de territoire, qui du coup va être une condition sine qua non à cette envie. Et je crois qu'il y a une notion qui est importante derrière tout ça, c'est le consentement du territoire, la volonté du territoire à accueillir et de quelle manière il souhaite accueillir.
Et reculer l'accès ou gérer les flux de manière un peu ambitieuse nécessite un positionnement et de sortir d'une logique de rente à une logique de choix. Juste peut-être préciser, notamment parce que je pense que l'exemple du Canigou est peut-être connu dans la salle, mais pour les gens qui nous suivent, c'est avant il y avait donc un refuge qui a été créé à la fin du 19e siècle et accompagné avec une piste qui permettait un accès motorisé à 2 heures de marche. On était quasiment du pic. 1h30. 1h30. Et en fait, depuis 30 ans, vous reculez l'accès à la voiture pour démotoriser en fait, le site. Je sais pas comment... Dépolariser, déconcentrer voilà. Aussi, et décarboner. Et avec, en multipliant les parkings et les accès pour en fait, avoir plusieurs voies d'accès au Canigou. Je ne sais pas combien il y en a peut-être une dizaine maintenant ou... Tout à fait. On est passé effectivement de deux sites principaux de départ, on va dire, à aujourd'hui 10 portes de sites, 10 points de départ différents qui permettent de converger vers ce sommet, premier élément. Donc sur l'objet ou le monument qui reste monument, la Tour Eiffel reste la Tour Eiffel et on va avoir du mal, même si on veut allumer la lumière ailleurs, il y aura toujours cette volonté-là de monter. Faire son Canigou, parce que sinon, le sentiment d'avoir raté ses vacances, de ne pas être un vrai Catalan, etc. etc. Toutefois, donc, il y a deux aspects. C'est un, reculer sur la gestion du monument, et ensuite, c'est éclairer la lumière ailleurs et mettre en place des stratégies de territoire, justement, pour diversifier le public et diversifier les buts de balade ou les opportunités de découverte, en travaillant sur un belvédère à un endroit, en mettant en avant un patrimoine historique à un autre ou une autre expérience du lieu. Mais en fait, il y a ce double aspect, c'est-à-dire qui est indispensable. Et surtout, j'en reviens, et si ça a pu être possible sur le Canigou, cette trajectoire, pour ainsi dire, qui est une trajectoire, une vraie période de rupture, et puis ensuite, ça a été un long paquebot à essayer de faire naviguer vers un autre cap. Mais c'est aussi parce qu'il y a eu une constance et une volonté politique forte. Mais j'en reviens vraiment là-dessus, à l'importance du projet. Pierre, vous vouliez réagir depuis un moment. Oui, pour essayer de répondre à cette question de seuil, est-ce qu'il y a... Alors, effectivement, c'est toujours pratique de mettre un chiffre parce que ça rassure tout le monde. On se dit en dessous, on est bon, en dessus, on est mauvais. Voilà, donc ça marche. Par contre, si on regarde un petit peu, on fait un petit peu marche en arrière et on regarde cette histoire du tourisme, et je parle sous couvert de Steve ici, on l'a appelé industrie du tourisme. Et c'est pas, c'est pas neutre de l'appeler industrie du tourisme. Un cycle de production industrielle, on produit à un endroit et ensuite on consomme à un autre. Donc on peut réguler des flux. Je prends souvent, il y a des étudiants dans la salle, là, je prends souvent cet exemple, l'industrie automobile. Vous allez acheter votre voiture et une fois que vous l'avez payée, on vous dit oui, mais par contre, vous l'aurez dans 3 mois, dans 6 mois, parce qu'on est en rupture, la chaîne ne peut pas produire. Le problème du tourisme, c'est que si je le commande aujourd'hui, je décide de partir au Canigou, ben en fait, je peux partir au Canigou, il n'y a pas d'interdiction. Donc je pense qu'on a commis une première erreur, et ce n'est pas un jugement, c'est-à-dire une industrie, ce n'est pas une industrie, puisqu'on vient consommer sur le lieu de production. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, comme tout produit, par contre, je prends aussi souvent l'exemple de la télévision. Quand moi j'étais tout petit, il y avait une chaîne de télévision et dans les foyers, on allumait la télé et tout ce qui passait à la télé était bien. Et je me souviens, c'était du catch. Donc, imaginez aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez 350 chaînes, 400 chaînes, je ne sais plus combien. Personne ne trouve son bonheur. Et dans le tourisme, on n'y échappe pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on prend un touriste en 2024, si on lui dit, quand tu choisis tes vacances, quels sont tes critères ? Il va avoir un certain nombre de critères et relativement nombreux parce qu'il commence à être un client mature, il sait ce que c'est que l'activité touristique. Au départ, deux critères suffisaient. Et est arrivée ensuite une autre grande mutation. Le tourisme ne s'y est pas trompé au début. Ils ont été bons quand ils ont pensé le tourisme. Pour amener des touristes ailleurs, on a construit des stations les pieds dans l'eau, on a construit des stations pieds de piste, les Américains ont construit des parcs d'attractions, etc. C'est-à-dire on a construit des hôtels-clubs, c'est-à-dire qu'on avait un système fermé dans lequel les règles étaient les mêmes que chez nous.
Donc je pouvais être au Sénégal dans un hôtel club, en fait je pouvais me comporter dans l'hôtel exactement comme chez moi. Et tout d'un coup, il y a une aspiration vers la nature et on envoie des touristes dans des endroits dans lesquels ils n'ont pas les codes pour comprendre. Aujourd'hui, et je parle aussi sous couvert de ma voisine, et par moment piétiner une pelouse, mais qui peut savoir qu'on est en train de commettre des dégâts quand on piétine une pelouse ou quand on stationne sa voiture parce qu'il n'y a plus de place sur un bout de pelouse. Donc, sans doute qu'il faut un chiffre, mais sans doute qu'il va falloir aussi passer par des questions de sensibilisation et d'éducation. Et je milite pour que le tourisme soit enseigné, apprendre à être touriste dès l'école primaire, parce que sinon on pourra gérer tous les flux, mais si on n'a toujours pas les codes, à deux, on peut faire plus de dégâts des fois, deux qui n'y comprennent rien, plus de dégâts que 10 qui comprennent quelque chose. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a de la question d'aménagement, mais il y a surtout de la question de repenser le tourisme. Et le dernier point, c'est que malgré tout, quand je demande à quelqu'un, cite-moi une grande destination touristique, mais généralement, on va me citer une grande destination par le nombre de touristes. On est quand même formaté sur une approche très quantitative. Et je ne sais pas s'il y a des financeurs dans la salle, mais quand on va déposer un dossier de demande de financement, on nous dit, oui, mais c'est pour combien de personnes ? Parce que l'argent public, il est plus rentable quand il y a 100 personnes que quand il y en a 2. Et ça se comprend. Donc, on a mis toute une machine en place qui fait qu'il fallait qu'il y ait du monde. Et je termine là-dessus par une anecdote. J'ai le souvenir à Gavarnie, tous les midis, puisque le train à Gavarnie démarre à midi jusqu'à 16h, en gros, tous les midis, la plupart des commerçants prenaient leur voiture et faisaient le tour du village pour compter combien il y avait de bus et de voitures dans le parking du commerce voisin. Et ça, c'était un rituel de tous les midis. C'était un rituel, voilà, tous les jours. Pas un jour passé sans que ce soit. Et il y avait des commerçants qui essayaient de faire garer le plus de bus possible dans le parking pour que ça marche. Voilà. Et on disait, ça, c'est une grande destination touristique. Voilà. Donc, il y a à repenser, et sans doute, ce n'est pas qu'une question de chiffres, c'est certainement une façon de repenser l'approche que l'on a du tourisme. Mais il va falloir aider le touriste à comprendre comment ça marche, parce que sinon, on ne peut pas lui en vouloir de ne pas le savoir. Donner des codes, un peu comme on apprend à être citoyen à l'école, apprendre à être touriste aussi et respecter les espaces. Parce qu'un touriste est un citoyen. Exactement, mais il l'oublie des fois. Alors, il y a une notion que vous avez un peu évoquée, alors un petit peu Florian, un petit peu Charlotte, la notion, alors vous avez parlé de suivi scientifique, comment on objective ces seuils qu'on pose. Qu'est-ce qu'il y a comme éléments scientifiques qui peuvent être utilisés ? Est-ce qu'il y a des éléments objectifs, des éléments biologiques ? Est-ce qu'on peut mesurer un impact, le quantifier, qui pourrait aider ou qui pourrait permettre d'aider à poser alors, des seuils ou pas des seuils ou des alternatives ou à intégrer dans un projet ? Parce que typiquement, dans les 10 itinéraires, les patrimoines que vous évoquiez, ça en fait partie. L'écologie, ça fait partie des éléments, la biodiversité que vous proposez, de fait. Je précise parce qu'on parle quand même des espaces naturels. Donc c'est à un moment donné comment on arrive à voir que l'espace est dégradé avant qu'il le soit fondamentalement, quoi. Effectivement, et c'est une notion qui est extrêmement complexe. Autant mesurer des flux, on peut les objectiver. Ça, aujourd'hui. facile. Il y a des outils, des compteurs, il y a des traçages avec les outils numériques, les bornages de téléphone, etc. Autant la question sur site de l'observation et le à dire d'expert, il est aussi très soumis à un facteur qui est la subjectivité. Et donc c'est effectivement complexe d'amener là-dessus des éléments plus rationnels. Alors évidemment, il peut exister, et il peut y avoir des protocoles qui permettent de suivre un certain nombre de choses, mais dans les grandes causes de recul de la biodiversité ou autre, la fréquentation n'est qu'un facteur. Et il y a des tas d'autres facteurs, les pollutions diffuses, qui peuvent agir. Donc effectivement, là-dessus, c'est un peu une donnée qui est complexe, peut-être plus d'éléments, mais en tout cas d'un point de vue du gestionnaire du site, on se heurte souvent à des débats d'idées et à des questions là-dessus. On a une question nous qui revient toujours, alors c'est en marge, mais pas que, c'est la question des manifestations sportives en espace naturel, par exemple. Ouais. À partir de quand et à partir de combien, et on dit oui ou on dit non. Et quand on a, nous, à l'échelle du massif, on a une instance de coordination, on se retrouve tous les 2 mois avec les gestionnaires des 3 réserves naturelles, les techniciens de l'Office national des forêts, l'Office de la biodiversité, l'ADREAL, le PNR, tout le monde, et on étudie un certain nombre de projets, de sujets, dont souvent des courses. Et ben on se rend compte que selon la personnalité du
du conservateur de la réserve ou autre, ou selon l'attitude qu'a eu l'organisateur, ça va être une approche qui est très contradictoire et très complexe, qui suscite de grands débats au sein de notre petit cercle d'experts, on va dire, mais qui effectivement est très complexe à évoquer. Et pour le coup, là, c'est un sujet qui est pas simple, ouais, effectivement. Après, il y a effectivement des notions d'érosion, il peut y avoir du piétinement de manière objective, mais on est presque au niveau du paysage, là, pour ainsi dire. C'est le micro-impact paysager. L'impact réel sur le vivant, il est plus complexe. Vous ne surveillez pas d'indicateurs précis sur le massif du Canigou, par exemple? Si, on suit des populations de lagopèdes alpins, on suit des populations de lagopèdes alpins, la perdrix des neiges, du grand tétras, un certain nombre d'espèces dites ombrelles ou parapluies, c'est-à-dire que si ces espèces sont encore ici, sont là, c'est qu'il y a un écosystème de qualité, des habitats préservés, etc. Mais est-ce que, à l'échelle d'un massif et d'une montagne, la seule présence d'un itinéraire de sentier peut justifier l'évolution et une courbe d'évolution du lagopède alpin, sachant qu'il y a un réchauffement climatique, que son habitat est en train de remonter en altitude, sauf qu'à un moment, on ne peut plus monter plus haut, qu'il y a aussi de la prédation sur le site et c'est indépendant de la présence de quoi que ce soit. Donc il y a beaucoup de facteurs exogènes qui vont complexifier la lecture. C'est qu'effectivement, il y a des éléments qui sont des indicateurs objectifs avec des évolutions de nombre d'individus, etc. Mais pour autant, c'est difficile de l'imputer à une cause plutôt qu'à une autre, vu le nombre de paramètres qui sont en jeu. Ça va être un faisceau de paramètres. Surtout à l'échelle d'un massif, encore une fois. Tout à fait, effectivement. Ce serait à l'échelle juste du gîte. Ce serait, voilà, peut-être plus... Si vous vouliez réagir depuis un moment, vous aussi. Alors, juste rajouter, c'est que par rapport à ces indicateurs de biodiversité, ce qui est compliqué, c'est que les animaux ils bougent, donc quand ils sont pas contents, ils s'en vont. Un certain nombre bougent. Loin. Et quand on a des sites qui sont fréquentés depuis 70 ans, ça fait un moment qu'ils sont partis. Donc se dire que c'est le millième visiteur qui a fait partir la perdrix. Non. Donc le seuil, c'est pas lui c'est pas à cause de la perdrix. C'est ça. Il n'y a pas un point de bascule. Il n'y a pas un point de bascule. Il y a un ajustement. Et en plus, il y a multi-critères, donc c'est difficile d'imputer ça aux visiteurs. Par contre, ce qu'on peut comparer, c'est que sur des plages, par exemple, comme on l'a fait à Porquerolles, plus elles étaient éloignées du port, donc on supposait qu'il y avait quand même un gradient de fréquentation, et plus on a pu retrouver en plus grand nombre un certain nombre d'espèces dans le sable. Donc voilà. Donc là, on a bien pu mesurer qu'effectivement, il y avait un gradient de perturbation. Donc je suppose aussi que dans le Canigou, maintenant que vous avez mis en place ce dispositif où on recule, peut-être que vous allez pouvoir observer à nouveau une renaturalité, enfin des espèces qui vont peut-être plus se manifester, soit en plus grand nombre, soit elles vont juste sortir de leur cachette, quand on a pu le voir avec le Covid. Parce qu'on a Covid, on a pu observer plein de choses, mais c'est juste parce que nous, on a arrêté de faire du bruit, on a arrêté d'être envahissant. C'est parce que tout d'un coup, en 3 mois, ils se sont reproduits. Donc effectivement, on sait qu'il y a des perturbations, mais c'est pas celles-là qui vont nous dire, qui vont nous faire choisir les seuils. Ça, c'est compliqué. Et ensuite, juste dire, si on se base que sur la biodiversité, on peut aménager les sites de façon extrêmement bien pour ne pas gêner la biodiversité. Par contre, vous transformez complètement le paysage. C'est-à-dire que vous allez marcher sur des pâtelages blois, on va vous mettre des casques dans les oreilles, vous n'allez plus pouvoir parler, etc. La biodiversité elle va aller très bien, mais votre visite et le site, lui, va être complètement transformé. Donc là, à nouveau, on retombe sur le choix politique. Quelle visite on offre, comment on offre cette visite, à quel prix, d'aménagement aussi. Quelle expérience on propose. Steve, peut-être, on a parlé de capacité de charge. Je sais que c'est des mots qui doivent sans doute mettre vos antennes en éveil. Oui, alors il y avait 2 choses, puisqu'il y a l'entrée paysagère que vous avez évoquée juste avant aussi, mais sur la capacité de charge, effectivement, c'est donc un terme qui vient de l'écologie et qui va arriver dans les études touristiques en 1980 avec un article d'un chercheur canadien, Richard Butler, donc qui va poser, lui, mais c'est une vision de cycle économique, en gros, que passer un certain seuil de fréquentation, donc une certaine capacité de charge des sites touristiques, eh bien les sites touristiques ensuite déclineraient. Et donc il en fait une sorte de loi d'évolution du tourisme, des sites touristiques, ce qui a fait beaucoup réagir d'autres chercheurs et qui ont montré que pour la fréquentation, en tout cas, il n'y a pas de seuil de fréquentation au-delà duquel la station, le site déclinerait. En gros, la croissance peut être quasiment infinie, arriver à saturation totale, et finalement les sites ne déclinent pas parce qu'ils sont trop fréquentés. Alors,
ce concept de capacité de charge, il va être évidemment aussi repris pour appliquer à des sites pour essayer de calculer des capacités d'accueil du public. Alors, ce qui peut être amusant, c'est de voir d'où vient aussi la genèse du concept de capacité de charge, qui remonte. L'origine de ce concept, c'est la marine, la capacité de charge d'un bateau, tout simplement. Et puis, ça va arriver dans le vocabulaire forestier et cynégétique, de la chasse, avec l'idée du 19e siècle, aux États-Unis et en Europe, qu'on pourrait optimiser la gestion des milieux. Et donc calculer la bonne manière de chasser, la bonne manière aussi pour les animaux, pour la chasse, de réintroduire des espèces en bonne quantité, élever, introduire dans les milieux en bonne quantité pour qu'on puisse avoir un plan de chasse régulier, et de même sans dégrader la forêt, avec les discussions avec le milieu sylvicole. Donc en fait, c'est des interventions assez massives qui sont faites avec ce concept de capacité de charge ensuite au 20e siècle, interventions assez massives sur les milieux, mais qui vont constamment échouer. Mais il y a quelque chose d'intéressant derrière, c'est vraiment l'idée qu'on pourrait optimiser, en fait, en connaissant parfaitement et en chiffrant parfaitement les choses, on arriverait à optimiser la fréquentation, optimiser la gestion de cette nature. Ça me fait penser à autre chose, c'est qu'il y a un autre courant de protection de la nature qui a été, lui, beaucoup plus sensible à l'aspect paysager et qui s'est inquiété des dégradations qu'il voyait. Bon, c'est un indice, ce qu'on voit, c'est très imparfait finalement aussi comme indicateur. On peut ne pas voir des dégradations très profondes, mais en tout cas, les premières mobilisations pour la protection de l'environnement, avec le tourisme qui est très présent, c'est les acteurs du tourisme qui vont en partie porter ça, inquiets du tourisme, et qui vont en partie vouloir réguler ce tourisme. Eux ne vont pas forcément passer par des indicateurs chiffrés, mais vont simplement noter que des paysages sont irrémédiablement détruits par l'installation d'une route, l'arrivée d'un hôtel sur un site qui privatise une vue, ensuite des lotissements, des autoroutes, tout un tas d'aménagements qui vont irrémédiablement détruire les paysages. Et on a comme ça, dès le début du XXe siècle, des observations très fines de transformation des milieux liés au tourisme. C'est pas chiffré, mais simplement certains notent que telle grotte de Bétaram, pour pas la citer, on a aménagé au début des années 1920 un escalier, on a mis des lumières dans la grotte, il y avait 2 insectes endémiques dans cette grotte, ils ont disparu. Ça, c'est noté immédiatement. La disparition est immédiatement notée. Ça n'empêche pas, évidemment, la suite. Mais bon, il y a un rapport sensible aux choses qui a aussi existé sans forcément passer par les chiffres et qui a accompagné le développement du tourisme depuis le 19e siècle. Alors, la question de l'aménagement, on n'arrête pas de tourner autour, donc allons-y gaiement quand même. Il faut y aller au bout d'un moment. Parce que c'est pas mal ressorti, notamment dans les contributions. Il y a plusieurs paradoxes autour de ça. Il y a, si on aménage trop, finalement, ça va faire venir plus de touristes. Alors, il y a des gens dans les contributions qui ont dit que c'était un leurre, donc en tout cas que c'était pour lui une chimère. Je vous soumets la question. Peut-être Pierre, sur cette question, sur ces paradoxes autour de l'aménagement, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Comment est-ce qu'on peut aménager pour avoir plus de monde sans dénaturer un site ? Quel regard vous avez, vous ? Alors, effectivement, de toute façon, à un moment donné, il faudra aménager. Par contre, il faut remonter en amont, il faut se poser la question. Est-ce que les sites touristiques doivent continuer à être accessibles tout le temps, n'importe quand, par n'importe qui, en accès libre, là. Même si le parking est payant, je veux dire, mais en accès libre. Donc ça, c'est un petit peu ce qui a prévalu dans les politiques publiques françaises qui ont voulu faire d'un tourisme un tourisme égalitaire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'avais accès à l'activité touristique, je pouvais y aller quand je voulais. Et nous on est 6, nous 6 là, on a autant de droits à accéder au tourisme quand on fait partie des 50%, je répète quand même. Bien, il me semble qu'aujourd'hui, on est arrivé à un stade, et ça va nous ramener à l'aménagement, où on doit imaginer qu'on n'ira plus dans un site touristique quand on veut, mais quand le site touristique est capable de nous accueillir. C'est-à-dire, on n'ira plus je reprends mon exemple de la voiture, j'ai la voiture quand elle est fabriquée. Voilà. Et le tourisme, et là, on va passer d'un tourisme égalitaire à un tourisme équitable. C'est-à-dire que j'aurai la possibilité de voir le Canigou ou de voir l'île toujours de la même façon et pas saturé par un nombre de monde. Parce qu'un 14 juillet ou un 15 août, un site touristique est totalement dénaturé et je
ne vois pas en quoi c'est égalitaire. D'ailleurs, on a inventé le terme de VIP, comme ça, on va le voir en circuit fermé. Voilà. Donc ça veut dire que ce n'est pas forcément la grande révolution dans les aménagements, c'est plutôt aujourd'hui dans la gestion des flux, mais dans la gestion des flux non pas seulement comme un outil de gestion, mais comme un outil de développement. Je m'explique. Il me semble que ce qui est arrivé à l'activité touristique, c'était une mine d'or. C'est-à-dire que dans l'histoire, peu de touristes accédaient à un site touristique et ont multiplié les services, et des services de qualité qui se vendaient souvent cher, et il y en avait une multitude. Avec la démocratisation du tourisme, dont on peut se féliciter, on a été vers une augmentation croissante du nombre de touristes qui a dénaturé la qualité des services, qui a souvent dénaturé, fait diminuer le prix, et on est passé de la mine d'or à la mine de charbon. C'est-à-dire qu'on en exploite, on en exploite, on en exploite, et on se retrouve aujourd'hui à quelque chose qui n'est plus gérable. Donc il me semble qu'il faut revenir à une gestion des flux inclus dans le développement, c'est-à-dire qu'on va resacraliser des sites touristiques, à l'image de ce qui est fait au Canigou, par exemple. Il faut resacraliser les lieux, et donc on voit que ça ne nécessite pas forcément des gros aménagements. On va mettre en place sans doute un mode de gestion qui fait que je saurai quand je peux y aller, je saurai quand je ne peux pas y aller, mais ça passe là, du coup, sans doute par aussi des révolutions sociétales. Ça veut dire que si on veut que ça fonctionne, d'une part, il ne faut plus que le tourisme soit mono-activité sur un territoire, parce que fatalement, il va falloir permettre à des habitants de continuer à vivre, donc il va falloir redéployer sans doute de l'agriculture, de l'artisanat, de l'industrie. Il va falloir sans doute imaginer une société demain où on aura plus de flexibilité dans l'emploi et on ne sera pas tous à partir au mois d'août. Mais là, vous voyez aussi que ça pose une question entre celui qui pourra partir au mois d'août et celui qui partira au mois de novembre. Et le dernier point, c'est une dimension extrêmement politique. Il ne faudrait pas que derrière ces questions de surtourisme, même si vous avez vu qu'on n'est pas tout à fait d'accord sur la question, mais sur ces questions, sur ces problèmes qui sont posés aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on fasse d'un tourisme un tourisme exclusif, c'est-à-dire qu'au nom du développement durable, au nom de la protection de la biodiversité, etc., certains aient accès à l'activité touristique et une majorité n'y ait plus accès, ou que l'on fasse un tourisme à deux vitesses, un petit peu comme la société a tendance à se dessiner, un tourisme à deux vitesses. Certains auraient accès, parce qu'ils auraient des moyens financiers en partie, auraient accès à certains sites, et les autres, on les mettrait ailleurs. Et donc c'est pour ça que je dis que l'enjeu aujourd'hui sur cette gestion et sur cette mise en tourisme des territoires, je dirais, l'enjeu, il n'est pas sur les territoires les plus fragiles, parce que sur les territoires les plus fragiles, si on veut, on peut le gérer. Par contre, là où on a des difficultés, c'est qu'est-ce qu'on fait des grands sites de tourisme de masse qui permettent d'absorber un nombre de touristes important et sur lequel on n'est plus capable de gérer aujourd'hui correctement, c'est-à-dire ni la prestation, ni l'environnement, ni le paysage, ni le respect des populations, enfin, ni rien du tout. Voilà. Donc l'enjeu, il va être plutôt sur la Côte d'Azur, qu'est-ce qu'on fait sur ces grands sites-là, qu'est-ce que l'on fait pour arriver à trouver des solutions qui soient capables de concilier l'accès au plus grand nombre et le respect des territoires. Et c'est pour ça que je dis que ça passe par une gestion des flux qui doit resacraliser les lieux et qui doit faire que l'on ira quand le site est capable de nous accueillir. Mais ça, c'est une révolution dans les mentalités des professionnels du tourisme, des politiques et peut-être même des habitants. Steve, vous vouliez réagir ? Oui, parce que cette question de justice, enfin finalement de justice sociale, si on va vite, elle est absolument essentielle. Et justement, dans les moments du 19e siècle, si je reviens à cette histoire où des auteurs se sont inquiétés de la transformation par le tourisme de sites, eh bien, très souvent, il y avait un discours fondamentalement de classe derrière. C'est-à-dire que ce qui inquiétait, c'était l'invasion par les catégories populaires de sites jusque-là préservés et appréciés par des gens qui avaient les capacités intellectuelles pour les apprécier, la culture suffisante, parce que se construit aussi au XIXe siècle l'idée que savoir apprécier un paysage, c'est un attribut de classe, c'est l'attribut de ceux qui ont cette culture cultivée de l'aristocratie et de la grande bourgeoisie. Donc ce discours-là, il est très présent au XIXe siècle. Ce qui menace avant tout les paysages, ce sont les pauvres. Et on a des prolongements jusqu'à nos jours, et je pense que dans l'idée de surtourisme, il y a aussi fondamentalement ça. Et le tourisme de masse, voilà, puisqu'on parlait beaucoup de tourisme de masse, mais évidemment derrière l'idée de masse, il y a aussi ce discours de classe.
La masse, ce ne sont pas les élites, hein, c'est la masse. Alors, certains, ils sont intéressants pour ça, certains auteurs se sont penchés sur la question et ont voulu penser à la fois la préservation et les questions de justice sociale. Évidemment, c'est avec des mots actuels qu'on va parler de justice sociale, mais on a un certain nombre comme ça d'auteurs à partir du 19e siècle qui vont essayer de penser les deux ensemble et de proposer des solutions de gestion finalement des flux qui ne soient pas inégalitaires. Donc, parmi ces noms, il y a quelqu'un comme Élisée Reclus, un géographe du 19e siècle, anarchiste, mais très reconnu en tant qu'intellectuel, qui se réjouit de voir l'expansion du tourisme de nature au 19e siècle. Il écrit en 1866 un texte sur le tourisme. Et il s'en réjouit parce qu'il pense que ça va développer le sentiment de la nature dans la population et que ça va permettre à la population d'être plus attentive aux destructions de ce qu'il y a juste autour d'eux. Donc lui, il s'inquiète surtout de la mise en marché de ce sentiment de la nature. Son neveu, Franz Schrader, à la fin du 19e siècle, je pense que c'est un des textes les plus intéressants qui viennent du Club alpin français sur l'aménagement de la montagne. Franz Schrader assiste, comme tout le monde à la fin du 19e siècle, à l'expansion des chemins de fer en montagne, en particulier les funiculaires et les chemins de fer à crémaillère en Suisse. Il y en a une quarantaine qui sont construits en 20 ans, 30 ans. C'est un investissement colossal. Ça inquiète du monde pour la transformation des paysages. Et Schrader va essayer de réfléchir, de dire oui, à la fois ces montagnes que nous avons tant aimées, qui ont transformé nos vies, il faut que tout le monde y ait accès. Et ces voies de chemin de fer, elles sont un moyen d'y accéder. Mais il faut mettre quelque chose de plus fort que l'argent face à ça. Il faut mettre une sorte de tabou, il va employer ce terme, il faut sacraliser des cimes pour absolument empêcher qu'elles soient aménagées. Et voilà, il faut à la fois que tout le monde puisse y accéder, mais peut-être pour certains sites, pour la plupart des sites, en fait, dit-il, il faut absolument empêcher l'aménagement. Ces questions de justice sociale derrière la protection de l'environnement, elles vont revenir avec l'écologie politique dans les années 70. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Bruno Cogna qui écrit en 1973 « La montagne colonisée ». Et je finirai avec ça. Mais Bruno Cogna, lui, va dire que il y a trop, ces stations de ski ont déformé la montagne. Il faut limiter ces grands aménagements, mais en même temps, il faut permettre à tout le monde d'accéder à la montagne. Et donc lui, il va proposer une forme de sélection par l'effort, limiter les aménagements et finalement un petit peu ce qui a été fait pour le Canigou. Ce qui peut être accusé de validisme derrière. C'est-à-dire et c'était une question que vous nous aviez suggérée avant la rencontre, mais une forme de validisme, c'est-à-dire seulement les plus en forme peuvent accéder à ces sites. Donc la question reste en fait reste en partie posée, mais il y a quelque chose peut-être qui fait qu'aujourd'hui la situation est particulièrement critique, c'est que grâce à tous les moyens de transport qu'on a et grâce à l'automobile, grâce aux routes très bien entretenues, construites, qu'on continue à construire, on peut aller de plus en plus vite partout. Et la grande différence donc, avec l'essentiel du XXe siècle finalement et largement avec le XIXe siècle, c'est que ce qu'on pouvait faire une fois par an au XIXe siècle, quand on était riche, aujourd'hui, quand on est riche, on peut le faire tous les week-ends, avec l'avion, avec les voitures. Et donc on va ajouter encore à la fréquentation, c'est-à-dire que c'est cette masse de déplacement, c'est cette masse de mobilité absolument délirante aujourd'hui qui sans doute est particulièrement problématique et pose la question fondamentalement derrière du monde dans lequel s'inscrit le tourisme. Pierre Tourande, vous vouliez réagir? Oui, pour compléter ce que vient de dire Steve, si on regarde un petit peu la construction et le développement du tourisme dans le monde depuis son origine, on va le dater depuis l'aristocratie anglaise fin 18e, début 19e. Si on prend là, qu'est-ce qui s'est passé à chaque fois? Chaque destination a vu arriver une minorité d'individus, alors les aristocrates anglais, et avec l'arrivée des congés payés, on a vu arriver la masse. Et ce qui s'est passé dans l'histoire du tourisme, c'est que chaque fois que la masse arrivait sur une destination, l'élite partait sur une autre destination. Et le développement du tourisme international, c'est pas du tout pour aller aider tous les pays à se développer. C'est juste pour que nous, on puisse prendre des vacances et qu'une certaine élite puisse se retrouver toute seule. Et là, on arrive à un stade où une grande partie des destinations touristiques possibles, et on le voit, certains vont sur la Lune désormais, on le voit, on est arrivé au bout et est en train de cohabiter aujourd'hui sur un même territoire une élite et une masse, et on n'a pas préparé la masse à cohabiter avec l'élite et on n'a pas préparé l'élite à cohabiter avec la masse. Et là, on a une situation de rejet, mais qui est l'aboutissement
j'allais dire, de ce cycle touristique d'une élite qui attire la masse et qui la fait fuir. Et donc c'est là où on a sans doute des réponses à apporter. Et là on prend des risques, parce qu'aujourd'hui c'est l'écotourisme en partie qui est une des réponses. Mais malheureusement, et si je prends l'exemple de la vallée de l'Ourika au Maroc, on s'aperçoit qu'on a créé des produits écotouristiques, cette élite y est allée, et aujourd'hui la masse la rejoint, mais dans des espaces fragiles. Donc on voit bien qu'on est en train d'amener un nombre conséquent de touristes dans des espaces qui ne sont pas prêts et qui ne sont pas faits pour ça. Voilà. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand on construisait un hôtel club, une station de ski, on fermait le système et on y arrivait. Non, mais cet enchaînement élite-masse, en fait, il est à la fois à l'origine de la justice sociale, parce que la masse la rejoint, mais de l'injustice sociale. Et aujourd'hui, je pense le surtourisme, c'est plutôt une question d'injustice sociale qui est en train de voir le jour. Peut-être avant de vous laisser la parole, Charlotte Michel, sur la question d'empêcher l'aménagement. Je sais que Porquerolles est quand même un espace fragile, on est sur des espaces qui sont protégés. Comment s'est posée la question dans la concertation que vous avez accompagnée il y a déjà quelques années sur la transformation du site? Est-ce qu'il a été question peut-être de mieux aménager pour avoir une expérience de visite plus agréable, ou est-ce qu'au contraire le choix a été fait de ne pas aménager ces espaces? Alors, sur Porquerolles, on n'est pas dans un espace protégé on est sur un espace protégé assez spécifique, c'est un parc national. Donc, c'est un haut niveau de protection depuis 2012. Avant, il y avait juste l'île de Porquerolles et ensuite, ça a été l'île de Porquerolles et son aire marine adjacente. Donc, on est quand même sur un haut niveau de protection et il fallait changer les habitudes parce qu'on arrivait avec ce niveau, ce label de parc national, dans lesquels ils appliquent ce qu'ils appellent un gradient de naturalité. C'est-à-dire que plus on s'éloigne du village, moins on aménage. Voilà. Donc ils ont tenu ce principe de gradient de naturalité. Donc il n'était pas question d'aller mettre des toilettes partout. Parce que la question, pour Porquerolles, c'est beaucoup les toilettes et les points d'eau. Donc voilà, donc ils ont tenu de ne pas aménager plus. Et la question, puisque j'y suis allée récemment pour voir, ça revient encore. Et pourquoi le parc national fait venir tant le monde et il n'y a toujours pas de toilettes? Donc en termes d'aménagement, ils ont très peu fait de nouvelles choses dans le parc. Mais en fait, quand la personne arrive dans le parc national, c'est déjà trop tard. Tout le travail, il est à faire en amont. Sur, voilà, pourquoi elle vient dans un parc national? Surtout quand elle allait sur Porquerolles, elle savait qu'elle allait dans un parc national, puisque c'est le parc national de Porquerolles, donc là c'était clair, mais ce n'était pas le parc national de Porquerolles. Donc quand on allait à Porquerolles, on n'allait pas forcément dans un parc national. Donc il fallait aussi faire tout ce travail de sensibilisation, d'accompagnement, vous allez, et sans changer non plus l'identité de Porquerolles, puisque Porquerolles, c'est pas Porquerolles. Pour les Porquerolais, Porquerolles ne doit pas devenir comme Porquerolles, puisque Porquerolles, il n'y a plus d'école, il y a très peu de résidents à l'année, donc le village, pour eux, finalement, c'est qu'un village touristique et pour la protection de l'environnement. Donc Porquerolles voulait maintenir son identité d'une ville vivante, d'une île vivante à l'année, avec une école, avec des commerces, etc. Donc il a fallu reconstruire effectivement une nouvelle identité, enfin maintenir cette identité sans aménager plus, en tout cas dans la partie cœur de parc national. Est-ce que, juste parce que vous évoquiez un peu plus haut dans la rencontre la nécessité, la difficulté sur ce site qui était tout le monde se dirige au même endroit, au détriment d'autres espaces qui peuvent être intéressants sur le département ou le territoire de manière plus élargie? Florian Chardon parlait du choix du Canigou d'étendre en fait la zone de visite. Est-ce que c'est ce qui a été fait également sur cette zone-là? Est-ce qu'ils ont étendu la zone de visite en fait pour moins focaliser le nombre de visiteurs en un point donné, soit du parc naturel ou avant même l'arrivée au parc? Alors, on est dans le Var, on est dans avec des risques parfois d'incendie très forts. Donc, en plus, sur Porquerolles se rajoute cet enjeu-là, c'est-à-dire que par moment, quand le risque incendie est fort, non seulement on n'élargit pas la zone, mais on la concentre sur quelques pistes et quelques plages. Donc, on ne cherche pas en été, et je pense que pour le Pic du Canigou, c'est pareil, on ne cherche pas en pleine saison d'été, et cette saison, elle va devenir de plus en plus large, on voit, avec les problèmes de sécheresse qu'on peut avoir. On ne cherche pas à ce que les gens aillent de plus en plus partout, n'importe où dans la forêt. Au contraire, on va chercher à les canaliser sur des endroits où on va pouvoir venir les chercher si un incendie se met en place. Donc c'est assez compliqué. Pour moi, ce n'est pas à l'échelle du site que ça se joue, c'est à l'échelle du territoire. C'est-à-dire qu'il y a probablement d'autres sites à aller voir, mais là c'est pareil, c'est des sites qui sont soumis au risque incendie
toute la région, elle est soumise, donc c'est un petit peu compliqué. Si on pouvait soulever ce problème, ça serait plus facile. Et ensuite, l'autre question, c'était aussi donc d'élargir plus sur d'autres sites. Ça serait bien, parce qu'il y a peut-être des sites qui sont moins fragiles. En même temps, ça serait amener des gens là où il n'y en a pas ou pas beaucoup. Donc peut-être c'est des zones qui, aujourd'hui, on ne les connaît pas pour leur valeur patrimoniale, mais elles en ont peut-être une. Donc la question, c'est si on fait venir ces gens sur ces endroits-là, est-ce qu'on risque pas de les dégrader à leur tour? C'est compliqué. Surtout que ça ne va pas forcément nous assurer qu'on va faire baisser les flux sur le site initial, donc ce qui est compliqué. Et l'autre question, c'était d'étaler sur l'année. Ce qui permet effectivement au niveau économique d'être intéressant, puisque les commerçants, au lieu de vivre sur 4 mois, ils vont pouvoir vivre sur 8 mois, etc. Mais là aussi, en fait, sur les sites méditerranéens, tout le cycle de vie au niveau de la végétation, etc., il se fait au printemps, voilà, sur une saison qui est peut-être plus courte. Et c'est surtout pas là qu'il faudrait que les gens aillent, puisque justement, c'est des périodes où on aurait besoin de tranquillité. Donc voilà, c'est compliqué de se dire on étale, on étend, ça va se faire au détriment de d'autres périodes, d'autres période de fragilité du cycle de vie des espèces ou de d'autres territoires. Donc voilà, c'est assez délicat. Je botte en touche. Peut-être sur la question de l'accessibilité, puisqu'effectivement, vous avez fait un choix qui est un peu radical et qu'on vous reproche parfois, qui a été de reculer l'accès motorisé au site du Canigou et donc de rendre inaccessible à des personnes à mobilité réduite l'accès à ces chemins. Mais vous pouvez réagir sur autre chose, mais je sais que c'est un point qui est un des discussions importants chez vous. Qui est important. On parle de fréquentation dans les espaces naturels. Et à un moment, effectivement, il y a aussi, et c'est un paramètre qui a pesé fort dans la balance ces dernières années, c'est la notion des éléments naturels. Et en fait, il y a ce qui est de l'ordre, et sur le massif du Canigou, effectivement, il y a une trajectoire qui s'est inversée et des compromis qui ont été trouvés. Notamment une grosse concertation en 2018, complexe, de reculer la voiture de 2 heures du refuge et qui nous permet d'aboutir à l'issue d'un débat local vif, évidemment, mais qui nous permet d'aboutir à un compromis d'un parking à 1450 mètres d'altitude, aménagé dans un espace qui est une sorte de délaissé routier, aire de stockage des bois, donc impact paysager minime, sous couvert forestier, donc peu de co-visibilité, etc. Le compromis, on pensait l'avoir trouvé, même s'il a été complexe à obtenir, notamment, et notamment pas des touristes, mais des visiteurs et usagers du site. Il a été complexe parce que c'était déjà une complexité pour eux, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient plus monter, boire le café, ou en voiture comme ils le faisaient avant. C'était la sortie du dimanche, ça a été la grillade en famille, c'était tout ça, le Canigou. Et il n'y a pas à juger, le Canigou est en prise avec son temps et avec son époque à tous les moments. Et donc il y a effectivement ce compromis, on pensait l'avoir trouvé, et qui permettait effectivement moindre effort, 2 heures de marche, sans trop de dénivelé, d'accéder au refuge et ensuite au pic, une sorte de palier intermédiaire. Et par ailleurs, effectivement, on reste dans un espace naturel, qui plus est de montagne, et on a eu coup sur coup plusieurs phénomènes, éboulements et autres, qui nous ont contraints à aller plus loin. Donc il y a de l'ordre du compromis et du choix politique, et puis il y a après ce qui est de l'ordre du subi, et la nature étant plus fort, les éléments passant par-dessus, voilà. Et là, pour le coup, ça crée une sorte en termes d'acceptabilité ou autre. Là, on l'a vu, on sort d'un cycle, on est en train de renouveler notre label Grand Site de France, on sort d'un cycle de 8 réunions publiques avec que des habitants dans la salle, évidemment, 400 personnes qui se sont mobilisées. Ce débat, il aurait eu lieu juste au moment où on avait trouvé ce compromis qui nous semblait acceptable, il aurait été très vif. Aujourd'hui, suite à ces phénomènes d'éboulement, puis il y a eu une pluie intense l'hiver 2020 qui a ravagé un peu les pistes partout, donc tout le monde a été conscient de ça. Et là aujourd'hui, la crise climatique, sécheresse très complexe, risque incendie majeur, dépérissement, etc. L'acceptabilité, une sorte de résilience automatique qui se met en place, quoi. Et donc ça permet effectivement petit à petit aussi de retomber, pour ainsi dire, dans une sorte de situation un peu à la normale aussi, quoi. Est-ce que le fait que
on puisse pendant des décennies accéder aussi haut dans la montagne n'était pas un peu contre nature, j'ai le titre en face de moi, à ouvrir des pistes au bulldozer. La piste de 1903, qui a été ouverte la première, elle n'a pas eu de problème, elle a été relativement bien pensée. Et pour ainsi dire, son cheminement n'a pas été altéré. La piste de 76, faite avec les moyens et le pétrole et la force et l'énergie de l'époque, elle, par contre, elle a été faite peut-être un peu contre nature et en dépit du bon sens. Et donc, ça génère, voilà, en tout cas, ça nous amène à... Effectivement, c'est aussi des cycles, c'est aussi et un territoire, il doit composer avec son temps, avec aussi les éléments. Et ce qui fait que l'équation, elle n'est pas aussi simple que quand Olivier Grégoire sort son texte, BFM TV, France Info, France Inter, tout le monde, le téléphone, en une journée, jamais eu autant d'appels nationaux. Il voulait un discours préconçu, machin, le surtourisme alors chez vous, le surtourisme. Ben, vous voyez, ça fait 2 heures, on va passer 2 heures ensemble, et puis au final, on se rendra compte qu'il y a une complexité du sujet qui fait, et de territoire, qui est liée au fait qu'il y a autant de territoires et autant de contextes et autant d'individus qui vont percevoir la chose d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc après, pour la question des personnes à mobilité réduite, qui est un sujet, effectivement, qu'on nous remet souvent sur la table, donc on travaille et on propose des choses pour ce type de public, mais pas forcément l'ascension du Canigou. Il y a des tas d'autres choses, des belvédères accessibles qu'on met en place, des petites balades autour qui sont aussi à la portée de ces publics-là, parce que l'effort, il faut quand même le consentir pour monter là-haut. Et puis le risque aussi, on expose des gens aussi, il faut avoir ça en tête. Et après, ben, c'est vrai qu'en fait, on se rend compte que aussi, malgré tout, le Canigou aujourd'hui, la fréquentation, elle a diminué en gros de 30 000 à 27, 26, 27 000. Donc on a quand même eu une inflexion dans une période où tous les sites naturels ont eu une explosion de leur fréquentation, ou en tout cas il y a eu certaines post-Covid, certaines croissances fortes. Nous, on a plutôt un tassement. Mais on se rend compte que le Canigou est devenu une expérience, un projet que les gens font sur un été. C'est plus un bien de consommation courante, flash, éclair, qu'on va consommer comme ça entre 2 journées de plage, monter très vite, se faire un shoot de belles vues et d'air pur et d'air frais. Ça devient un projet qu'on travaille sur un été, en famille, et qui donne derrière des retours qui sont extrêmement positifs pour les gens qui le vivent, et aussi avec des publics nouveaux qu'on ne voyait pas. On ne voit pas que du randonneur. Paradoxalement, ce n'est pas que du randonneur, pour le coup, hyper équipé, entraîné, surentraîné, avec un profil type. On a des familles, on a des personnes âgées, on a des jeunes, des enfants et autres. Et là, pour le coup, ça devient le projet sur 2-3 jours. Et on change le rapport au temps et on prend le temps de le faire. Voilà. Alors, le temps passe, justement. On a abordé déjà plein de questions. Alors, on en a plein d'autres, mais on pense bien que vous en avez également. Donc, on vous propose de passer sur la deuxième phase de notre soirée, sur la partie échange et débat. Donc, si vous avez des questions dans la salle, en ligne sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à les poser. Vous faites un petit signe et on a des collègues dans la salle qui vont vous passer un micro. Juste quelques remarques par rapport au chat, puisqu'il y a eu des... Donc je lance. Merci Valérie. Il y a d'abord une remarque du média du voyage durable qui dit « Bravo aux gestionnaires du Canigou. Dans le parc national de la Vanoise, c'est l'inverse qui s'est passé. L'industrialisation des stations a repoussé les randonneurs ou promeneurs en quelques endroits. » Donc, bon, là, ce n'est pas une question, c'est une remarque. Et puis, il y a une journaliste, Audrey Avram, qui a des questions pour M. Torrente. Est-ce la démocratisation et l'augmentation du nombre de touristes qui transforment la mine d'or en mine de charbon, ou plutôt la force de frappe des nouvelles infrastructures du tourisme, Airbnb, vols low cost, qui permettent aux mêmes touristes riches de multiplier les voyages? Alors, merci pour la question. Il y a plusieurs éléments dans la réponse. Que nous ouvrons aux autres intervenants voilà. également.
Donc, la réponse que l'on peut faire, d'abord, la démocratisation du tourisme, je dis, il faut toujours la manier avec des pincettes. On sait très bien que, effectivement, on dépasse le milliard de touristes, donc ça fait quand même un certain nombre, mais il y a une minorité d'individus qui a accès au tourisme. Donc, je parle plutôt de tourisme de grand nombre, voilà, mais on n'est pas encore sur un phénomène de démocratisation. Mais pour répondre à la question, bien sûr, je veux dire, on peut pas le nier, plus il y a de monde sur un territoire, plus on va avoir de problèmes, puisque je l'ai dit tout à l'heure, le touriste est obligé de venir sur le lieu de production. Donc ça, c'est un point. Aujourd'hui, les phénomènes donc, tels que Airbnb, par exemple, aujourd'hui c'est celui-ci, demain ça en sera un autre, c'est pas tant celui-ci, c'est peut-être, je vais essayer de répondre différemment, en disant, le tourisme est devenu un marqueur social. Dis-moi où tu pars en vacances, je te dirai qui tu es socialement. Donc ce qui se passe, c'est que la masse aspire à un ascenseur social. Et peut-être que cet ascenseur social que l'on trouvait dans les entreprises avant, que l'on trouvait dans sa carrière professionnelle, aujourd'hui, pour une certaine partie de la population, on la retrouve peut-être le temps des vacances. Voilà. Et donc, du coup, on a cette aspiration-là, et les riches, comme a dit, je ne sais plus comment elle s'appelle, Audrey Abraham, les riches dont elle parle, peut-être multiplient les destinations parce qu'ils multiplient les temps où ils vont essayer de se trouver à un endroit où la masse n'y est pas en même temps. Voilà. Donc c'est comme ça que s'est construit le tourisme, et c'est peut-être ça, cette multiplication. Mais ce qu'il faut dire, il ne faut pas, il faut pas accuser la démocratisation du tourisme et lui dire tous les maux du tourisme viennent de la démocratisation. Il faut se réjouir qu'un plus grand nombre de touristes puissent accéder aux vacances, et il faudra se réjouir demain qu'il y en ait encore plus. Donc c'est pour ça qu'on a intérêt à repenser une autre façon d'organiser le tourisme sur les territoires, de préparer les gens à devenir des touristes, et peut-être que parmi les pistes que je lance, est-ce qu'il faut continuer à faire de l'activité touristique un marqueur social? Voilà. Donc ça, c'est une question, mais là, on a, je pense que ce n'est pas nous qui le traiterons, on peut le mettre en pâture, mais dans peut-être 25 ans, parce que c'est quand même une difficulté, ça reste voilà, un outil de consommation qui me positionne socialement, et je termine là-dessus, il ne faut juste pas oublier que les vacances, c'est le temps qui n'est pas travaillé. Voilà. Et donc, il y a une relation entre travail et vacances qui fait que, mais ça vient renforcer le marqueur social initié par l'activité touristique. Et je pense que ça, c'est un des sujets que l'on doit travailler avant les aménagements, d'ailleurs, sur la question du surtourisme. Merci. Je ne sais pas si l'un de vous trois veut réagir. Vous pouvez réfléchir. Et j'invite la salle à poser des questions, mais également ça peut être aussi des commentaires, des remarques, un retour d'expérience, un coup de gueule. Il n'y a pas de limite à la parole. Et présentez-vous s'il vous plaît. Bonsoir, Caroline Leroy, moi je suis doctorante, salariée pour une entreprise qui mesure l'impact environnemental du secteur touristique. J'avais une petite question à l'ensemble des intervenants, déjà merci beaucoup, sur les questions de concertation avec les parties prenantes. Parce que justement, quand il est question de perception d'un surtourisme ou d'une surfréquentation, les enjeux aussi d'acceptabilité, vous en avez parlé, Florian. Voilà, je voulais juste savoir comment vous concertez avec les parties prenantes pour justement travailler sur des projets d'aménagement, des projets d'acceptation par les habitants notamment, parce qu'on a parlé beaucoup de surtourisme, mais je pense que c'est plutôt la faute des médias, parce que quand après on va sur le terrain, la notion de surtourisme, elle est peu évoquée, notamment à travers ces enjeux de concertation. On peut éventuellement prendre une deuxième remarque ou une deuxième question s'il y en a. Oui. D'abord, je vous remercie Audrey, Monsieur Torrent. Merci beaucoup pour votre réponse et pour les interventions passionnantes de toutes et tous. Voilà, c'était un petit retour. Allez-y. Du coup, Justine, étudiante à STAPS Toulouse. J'ai des questions sur l'étalement de la saison. Donc, est-ce que des fois, on pose comme solution d'étaler la saison, mais si au final, on ne coupe pas la tête au pic d'activité, est-ce que ça n'aura pas comme effet, au final, de faire venir encore plus de touristes que d'essayer de répartir les flux? Et sur cette question d'étalement de la saison, on peut avoir la problématique déjà de l'offre d'hébergement et l'offre de loisirs. Ce qu'on proposera en juillet-août ne pourra pas être la même chose qu'en janvier-février. Et parfois aussi, on peut avoir la question des transports, par exemple, sur les îles comme la Corse ou quoi, la problématique des transports, voilà.
Allez, on va prendre la réponse à la dernière question et on reviendra à la concertation juste en suivant. Juste sur cette question, je suis arrivé à travailler dans le tourisme, ça fait quand même un certain temps. J'ai toujours entendu parler de cette question de l'étalement de la saison. Alors on l'appelait, il y avait la haute saison et la basse saison, après il y avait les ailes de saison. Enfin, voilà, on a eu toujours une terminologie, maintenant on est aux 4 saisons. Alors, plusieurs éléments de réponse. Il ne faut juste pas oublier que pour qu'il y ait une activité touristique, il faut qu'il y ait des clients. Voilà. Et aujourd'hui, tant que les congés seront et les vacances seront concentrées, on peut toujours étaler la saison. C'est pas dit qu'on y arrive. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas l'allonger. Voilà, qu'on ne va pas l'allonger parce que d'abord le climat, comme ça a été dit tout à l'heure, et puis il y a quand même les RTT. Enfin, il y a un certain nombre d'éléments qui sont là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que plus on allongera la saison touristique, plus on positionnera l'activité touristique comme une mono-activité sur le territoire. Et plus on la positionnera comme une mono-activité sur le territoire, plus on arrivera à ces situations. Donc moi, si j'ai une recommandation à faire, limitons la saison touristique, laissons la place à d'autres secteurs d'activité et déployons dans les zones touristiques certainement un statut qu'il faut encore travailler et que le législateur doit travailler, c'est le statut du pluriactif. Voilà, c'est-à-dire qu'on doit peut-être avoir dans ces zones touristiques 1, 2, 3 métiers. Mais ça veut dire que le législateur doit se prononcer, mais ça veut dire que la société doit accepter qu'aujourd'hui, on n'est pas simplement reconnu par son métier, mais peut-être par plusieurs métiers. Si je caricature un peu, si je vous dis, vous me demandez ce que je fais, et que je vous dis, ben, je fais ça, je fais plusieurs métiers, vous allez me dire, mais vous êtes instable. Vous êtes instable et éventuellement vous êtes un bricoleur. Vous n'avez pas un métier. Voilà. Il faut que la société l'accepte et c'est plutôt dans cette direction-là. Donc moi, je ne suis pas un grand partisan de l'allongement des saisons touristiques. Steve Agimon avait peut-être une remarque sur l'allongement. Oui, parce que effectivement, c'est amusant de voir au 19e siècle la manière dont les stations pyrénéennes que j'ai étudiées espéraient trouver que la fréquentation touristique était trop concentrée l'été. C'était des stations thermales et de montagne. Une fréquentation très concentrée sur 3 mois, juillet, août, qui était le gros moment, et puis septembre, beaucoup plus fréquenté assez important. Et ils espéraient, donc ils ont lancé plein de trucs pour... Et en fait, ce qui est arrivé, c'est quelque chose de complètement contingent, ce sont les sports d'hiver, qui font qu'il y a une nouvelle saison, une opportunité de nouvelle saison qui apparaît au début du XXe siècle. Et quand on regarde l'histoire des sports d'hiver, en fait, si les aménagements pour les sports d'hiver du départ, ils se sont justifiés par la possibilité de doubler la saison d'été. Jusqu'à ce qu'on se retrouve à la fin du XXe siècle avec un certain nombre de lieux qui ont été lancés pour fonctionner en 2 saisons au minimum et souvent 4 saisons quand on prend les plans d'aménagement originels, qui n'ont pas fonctionné 4 saisons ou mal en fait, ou en fait pas en proportion des investissements faits pour la seule saison hivernale. Et ça, voilà. Bon, en gros, c'est très difficile. On ne décrète pas malheureusement l'étalement de la saison. Et là où je voulais en venir, je voulais dire ça juste avant, c'est que les destinations sont dans une situation qui est vraiment pas évidente. Et c'est en même temps, c'est un défi extraordinaire, mais c'est qu'elles sont extrêmement dépendantes de choses qu'elles ne maîtrisent pas. Les vacances, qu'elles ont gagné en partie. C'est les lobbying aussi du tourisme qui ont fait qu'il y a eu des vacances, qui ont créé les vacances d'hiver en 1962. Pour pouvoir mieux remplir les stations qui venaient d'être lancées et qui risquaient de faire faillite. Les stations, les destinations, disons, sont dans une situation qui est vraiment pas évidente, qui demande une mutualisation des moyens et qui demande aussi des politiques régionales et nationales cohérentes. Et quand, au niveau national, on promet à la fois d'accueillir 100 millions de touristes internationaux à l'horizon 2030, qu'on accueille les JO en 2024 et qu'on se veut les champions du tourisme durable et qu'on veut protéger la nature, je pense que là, il y a une incohérence fondamentale au sommet de l'État qui, après, se répercute à tous les niveaux. C'était donc le coup de gueule. Il n'est pas venu de la salle. Et sur ces questions de concertation, je crois qu'il y a aussi une question de cohérence en fait, entre l'échelle du projet, définir un parking, le calibrer, répondre aux besoins des usagers. Parfois, ce parking, il est dans un hameau ou dans un village, et donc il affecte très directement des usagers toute l'année, des gens qui sont là toute l'année. Et le projet global, justement, l'échelle territoriale et la cohérence du projet global. Et en fait, en termes de concertation,
nous, ce qu'on constate, c'est que il faut qu'il y ait une stricte cohérence et articulation entre ces deux échelles. C'est-à-dire qu'il faut pas qu'il y ait d'incohérence ou de choses qui tournent pas rond, quoi. Parce que effectivement, il faut une clarté du projet global, que les gens se l'approprient et voient la trajectoire. Et moi, je parle beaucoup de trajectoire parce qu'on l'inscrit dans. Encore une fois, voilà, ce matin, on était en sous-préfecture, on a validé le projet pour les 8 prochaines années, qu'on va pouvoir déposer dans les semaines qui viennent. Les 8 ans qui viennent sont une étape dans une trajectoire d'un territoire. Ce n'est pas les projets pour les 8 ans qui viennent. Et je crois que c'est fondamental, quand on fait nos réunions publiques, on a monté un petit film historique et on en a fait une petite BD là, que je tiens à votre disposition, ceux dans la salle qui vous le souhaitez. C'est 1 siècle de tourisme sur le Canigou. Savoir d'où on part, par quelles étapes on est passé et vers quoi on va. Et donc ça, c'est une notion qui, je pense, est essentielle pour donner du sens à l'aménagement ou au non-aménagement, à la promotion ou à la non-promotion. Je ne parle pas de démarketing parce que c'est mettre en avant quelque chose qui finalement a un effet contraire. On ne met pas en lumière. Et ça, dans le travail, c'est essentiel. Donc nous, à l'échelle d'un territoire comme le nôtre, aujourd'hui, le territoire du Canigou, il fait presque 70 communes. C'est un partenariat atypique entre des communes, le département et l'Office national des forêts. Donc c'est en soi déjà un peu particulier. Et donc on a décliné en 10 secteurs, c'est-à-dire qu'on a 10 parlements locaux qui sont réunis 2 fois par an, qui donnent le cap, savoir et suivent en transparence où on va, qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les problématiques, comment on débriefe de la saison, comment on se prépare pour la suivante, quels sont les enjeux qui viennent du moment, etc. Et tout ça est en résonance avec le projet global. Faire adhérer des gens à une belle idée ou une grande idée, c'est pas toujours simple. Quand le Canigou ne le voit pas de chez eux, le fait de déconcentrer et de dézoomer, en fait, ça s'applique à tous les niveaux. Et après, c'est impliquer toutes les parties prenantes, effectivement, les intérêts privés, les intérêts publics, et essayer de faire projet commun, faire société et de trouver une ligne de crête complexe, mais qui permet de trouver les bons ajustements et d'aller effectivement les habitants sur une montagne, en tout cas comme la nôtre, qui est très vécue par les locaux, et des territoires fréquentés qui sont très fréquentés par des habitants ou des gens qui sont à proximité immédiate, il est important de trouver aussi ces petits leviers, ces marges de manœuvre. Quand on fait un schéma directeur des sentiers, on sait que sur 5000 km de sentiers, on va en traiter 2000. C'est pour gérer et prendre en compte l'essentiel de la fréquentation, concentrer un peu les flux aux bons endroits, offrir une offre de qualité, etc. etc. Et on sait qu'il y a tout un jardin secret qu'on laisse aussi pour les habitants. Et c'est important d'avoir cette écoute. Et on le voit sur des questions de cohabitation, d'usage avec des estives, avec des acteurs économiques, quels qu'ils soient, l'acceptabilité de projets forestiers. Aujourd'hui, tout peut être soumis à débat et à controverse. Et donc, du coup, effectivement, expliquer la sensibilisation et associer et donner du sens à ce qui est fait et pas montrer qu'on est à contre-courant à un moment donné de quelque chose. Il faut de la cohérence dans le temps. Et je crois qu'il faut aussi qu'on accepte la notion de temps et de durée, que tout ne se fait pas en une mesure, un truc magique, une baguette magique qui va solutionner. Non, c'est des trajectoires. Après, ça pose quand même la question du devenir d'un secteur économique. Enfin, vous parlez de ne pas étaler la saison, on parle de réduire la voilure. Je ne sais pas, Charlotte Michel, quand vous avez accompagné le projet sur Porquerolles, quel a été le regard des acteurs économiques quand même, qui sont hyper dépendants de la saison touristique pour leur vie, surtout sur la Côte d'Azur. On peut pas non plus dire aux gens chercher un autre métier. Vous voyez ça, je trouve ça un peu pousser le bouchon un peu loin quand même. Alors oui, on n'est pas du tout allé jusque-là. Je pense qu'ils ne se sont jamais sentis en insécurité sur Porquerolles. Parce que même si on limite la fréquentation, il y aura de toute façon une fréquentation élitiste qui est déjà là et qui va s'installer. Donc je pense qu'ils se sont... Peut-être ils ont dit, oui,
ils se sentent menacés dans le discours. Dans les faits, je ne suis pas certaine. La menace, elle était plutôt sur la vie des habitants à l'année. Voilà, maintenir une vie sur ces îles qui sont, ou ces côtes, hein, qui sont très très demandées en résidence secondaire et qui fait que les gens qui vivent là à l'année, ils ont du mal à se loger et que c'était plutôt ça. Hein. La menace, elle était plus grande du côté des gens qui ne vivaient pas du tourisme que des gens qui vivaient du tourisme. Donc là, je ne pourrais pas vous répondre. Hein. Ce n'est pas comme un PNR de montagne ou de moyenne montagne où là, effectivement, ça se joue pas grand-chose. Hein. Là, on avait quand même une sacrée marge de, j'ai envie de dire, de manœuvre quand même. Par contre, je rebondis sur ce que vous venez de dire sur le Canigou. Moi, je pense que ce qui est très important, c'est de montrer d'où on vient, donc l'histoire longue, que le problème de la fréquentation et du tourisme, il ne date pas d'il y a 15 ans. Voilà, dès qu'il y a eu les premiers touristes qui sont arrivés, on a remarqué qu'il y avait des gens qui étaient envahisseurs, qui ont changé. Alors, il y a eu des époques heureuses, parce qu'effectivement, c'était une élite et qu'elle participait à apporter une certaine richesse et à valoriser des endroits où les gens se sentaient plus reconnus. Enfin, voilà, ça. Et puis, il y a eu toute cette histoire de l'évolution du tourisme. Donc, c'est rappeler ces étapes et puis rappeler qu'on a tous eu la première émotion de venir pour la première fois qui était magnifique. Et puis, les gens, quand ils se souviennent la deuxième fois, c'est moins magnifique parce qu'après, ils se rendent compte qu'ils ont l'image de la première fois, puis la deuxième fois, ils ont l'image de tous les gens qu'il y a autour. Donc, déjà, et plus ils reviennent, plus c'est dégradé parce qu'il y a cette image initiale qui se dégrade, en fait. Donc il faut aussi rappeler à chacun qu'un jour ils étaient aussi les premiers et que voilà, qu'on a tous piétiné aussi. Donc c'est important à la fois l'histoire longue et puis l'histoire de l'individu. Voilà. Et je pense que là aussi de regarder où on veut aller, qui est importante, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez pour votre site demain. Si on fait rien, où on va. Si on fait quelque chose, c'est quoi que vous voulez. Et je pense que ce travail sur le long terme, de travailler sur le temps long qui arrive aussi et donner sens. Et sans limite, c'est pas juste le seuil, il ne faut pas focaliser sur ce chiffre. Il faut dire aussi, il y a la biodiversité, on en a parlé, mais c'est aussi la vie des habitants à l'année, les commerces, les accès, etc. Il faut décloisonner tout ça pour dire que le tourisme, il peut réinterroger toutes ces questions. Et juste pour rebondir sur la question qui a été posée, vous avez beaucoup travaillé sur des ateliers. Il y avait qui autour de ces tables-là? Parce qu'on en a un peu parlé pour le Canigou. Au niveau de Porquerolles, qui étaient les parties prenantes autour de ces ateliers de prospective? Alors, on avait une partie des membres du Parc national, de la mairie d'Hyères et de Toulon, donc des collectivités. Et on avait quand même presque un tiers, voire un quart d'habitants, de citoyens de Porquerolles, dont les professionnels du tourisme. Donc on avait quelque chose d'assez équilibré, d'une certaine façon. Après, ce qui était marrant, c'est que moi j'étais observée, donc moi j'étais animatrice entre guillemets de la concertation, de la prospective, et j'avais demandé à ce que Valérie Deldrève, qui est sociologue à l'IRSTEA, à l'INRAE maintenant, observe ce qui se passe et m'alerte de ce que je faisais. Parce que pour elle, j'étais l'ingénieur des eaux et forêts qui venait faire de la prospective comme on la faisait dans les années 60 et qui a amené à construire plein de pistes et de routes et d'autoroutes en France. Donc je déployais la panoplie de la prospective planificatrice et aménagiste. Je lui ai dit, regarde ce qu'on fait, parce qu'elle avait aussi travaillé sur les calanques et il y avait le risque aussi d'augmenter tout simplement les prix pour limiter la fréquentation. Donc je voulais aussi voir au niveau des inégalités environnementales si ce qu'on faisait n'allait pas créer plus d'inégalités. Et tout ça pour dire qu'elle a analysé de façon très fine le public et elle me dit, oui, mais en fait, ce public qui vient, c'est le public fidèle à la concertation du Parc national. C'est-à-dire, oui, c'est des gens qui peuvent avoir accès à ces réunions, etc. Et il y a toute une partie des Porquerolais qui ne se déplacent pas dans ces réunions. Et donc, pour le projet d'après, parce que j'ai eu la chance de continuer sur un autre projet avec eux, je me suis déplacée beaucoup plus chez les gens. Et là, j'ai pu aller effectivement, alors c'était plus la question de la fréquentation, mais plutôt du devenir, des paysages et des non-humains sur l'île. Et là, il a fallu aller passer beaucoup plus de temps auprès des gens, aller à leurs activités, à leurs festivités, tout le long de l'année, et surtout l'hiver, parce que c'est comme ça que on voit qu'on est vraiment motivé. Il n'y a pas que la belle saison, enfin quoique la belle saison, elle est partout. Et donc là, j'ai pu voir 80 personnes sur 350 habitants. Donc là, j'étais plus un travail presque plus anthropologique, mais ça ne m'a pas permis d'amener plus de gens dans les ateliers. Donc en fait, les ateliers, ça ne fait pas venir forcément beaucoup de monde, c'est des gens qui sont avertis, qui sont intéressés, qui sont déjà assez militants, qui sont inscrits dans les associations, etc.
Donc si on veut vraiment mobiliser tout le monde, il faut se déplacer et il faut faire un autre travail d'enquête, d'anthropologie, enfin presque de type anthropologique, mais ça ne veut pas dire qu'ils seront plus là. Donc il va falloir trouver, vous, témoigner de ce que vous avez entendu dans ces arènes en fait. Je sais que Pierre Torrent voulait réagir et Steve, et après, rapidement, qu'on puisse repasser quand même la parole à la salle qui était censée la voir. Voilà. C'était quand même juste pour réagir sur votre remarque, Lucille, en disant je trouve un peu fort de dire qu'il faut qu'ils aillent chercher un travailleur. J'ai pas dit ça. J'ai dit aujourd'hui, le nombre de territoires qui peut se prévaloir de dire grâce à l'activité touristique, je peux maintenir une vie à l'année dans mon village ou dans mon territoire. Je pense qu'avec une main, on en a largement assez. Voilà, des doigts d'une main. Ce que je disais, c'est au territoire de mettre en place les conditions pour que les autres secteurs d'activité se déploient et offrir la possibilité aux habitants qui puissent travailler dans une activité touristique et travailler dans autre chose. Je ne leur dis pas, allez vous débrouiller ailleurs. Voilà. Et aujourd'hui, je pense que c'est un leurre d'imaginer on va laisser le tourisme se déployer tout seul sur le territoire et maintenir la vie dans les villages. Sinon, l'Ardèche serait un Eldorado et surpeuplé, voilà, pour ne prendre que cet exemple. Merci pour la précision qui, je pense, est très importante. Steve, vous vouliez également réagir. Comme vous voulez. On se retourne vers vous. S'il n'y a pas de questions, je... Et peut-être en ligne, Valérie ? Non, il y a un bravo à votre historien pour son coup de gueule. Voilà. Et puis, il y a le média du voyage durable qui veut répondre aussi à la jeune fille doctorante pour lui dire qu'elle vit depuis 30 ans en station de montagne. Je n'ai jamais été associée à une concertation sur ces sujets en tant que moniteur de ski et accompagnateur en montagne. Voilà. Ça met en relief justement les témoignages d'ateliers participatifs à la tribune. Voilà. J'avais une question sur la pluriactivité des acteurs. Donc, si par exemple on prend le cas de l'agritourisme, est-ce que le fait d'amener par exemple des populations qui sont, je prends un territoire où il y a littoraux et territoires de montagne, essayer de décaler un peu le flux de personnes allant sur les littoraux décale vers les terres pour consommer ce type de tourisme qui, à l'heure actuelle, est encore un tourisme de niche en manque de structuration, permettrait peut-être quand même, c'est une hypothèse, de répartir les richesses entre les différents acteurs du tourisme du territoire. Parce qu'on voit que parfois, les acteurs touristiques proches du littoral sont plus riches ou ont plus de revenus que ceux à l'intérieur des terres. Voilà. Oui, alors je ne sais pas si... pour la question de la pluriactivité, ça peut être une façon de le voir, mais vous voyez, comme dans l'histoire, le pays dont vous parlez, ça s'appelait l'arrière-pays, donc de l'avant-pays. Donc en gros, le pays riche, il était là, et l'arrière, on l'a laissé pauvre, donc il ne faut pas trouver étonnant qu'il soit moins riche aujourd'hui. Par contre, quand je parlais de pluriactivité, ça peut être sur un même territoire, et c'est surtout entre les secteurs d'activité. Alors par moment, on peut être, j'allais dire, un pluriactif, et y compris d'ailleurs sur les Pyrénées, on peut faire ça une saison d'hiver en station de ski, une saison d'été sur le littoral. Je parlais surtout de pluriactivité entre les secteurs d'activité. Donc on peut très bien être un restaurateur, où l'histoire nous l'a montré, alors Steve le confirmera j'espère, on était moniteur de ski et agriculteur. Voilà. Et quand il y avait de la neige, on gagnait bien sa vie. Quand il y avait moins de neige, on compensait avec les revenus d'agriculture et vice-versa. Donc c'est plutôt entre les secteurs d'activité. Après, juste l'idée qu'on peut étaler les flux, ça c'est la question qui a été posée tout à l'heure, ça c'est un vaste sujet et je parle sous couvert des environnementalistes. Est-ce qu'il vaut mieux, pour préserver un territoire, polariser en un lieu et mettre tout le monde là et on polarise, ou est-ce qu'il vaut mieux atomiser sur le territoire et saupoudrer un petit peu, en mettre partout? Je pense que la réponse est extrêmement complexe. Et donc, j'avais travaillé avec le PNR des Baux-de-Provence, je crois, il y a 2 ans. Ils avaient été confrontés à cette situation, donc ils avaient renvoyé un petit peu les touristes en arrière-pays, sauf que le fameux arrière-pays, il n'est pas forcément organisé pour recevoir les touristes. Et ils étaient confrontés, je me souviens, je prends que cet exemple, à des effondrements de talus, parce que les gens arrivaient, voulaient se baigner au bord de l'eau, et ils ne faisaient rien de mal. Ils passaient sur le talus qui n'était pas aménagé et le talus dégringolait, quoi. Voilà, donc on voit bien que cette répartition des flux, elle est plus complexe que ça et ça pose l'échelle territoriale dont Florian a parlé tout à l'heure. Merci.
Ils sont tellement sages. Il y a aussi... Heureusement qu'il y a le premier rang qui mais pose vous des pouvez- questions. Merci. Ouais, on s'est toutes mis au premier rang exprès parce qu'on savait qu'on allait poser des questions. Non, donc Adeline, moi je suis historienne de l'Antiquité, donc, je voulais parler de prospective justement. Et au préalable, je voulais juste un petit témoignage, une petite remarque. Je me demandais s'il fallait forcément faire une équivalence entre vacances et tourisme. Et donc le fait de ne pas travailler, on peut ne pas bouger aussi et rester sur son lieu de vie. Et simplement ne pas travailler, c'est en soi des vacances, je trouve. Donc ça, c'était juste une remarque. C'était sur la prospective et je me demandais dans quelle mesure, justement, toutes les parties prenantes dont on a parlé et qui vont comme ça se projeter sur l'avenir de certaines zones touristiques, de certains sites, qui peuvent être des parcs naturels, mais qui peuvent être aussi d'autres zones qui sont particulièrement fréquentées par les touristes. S'il y avait aussi suffisamment d'informations sur les évolutions futures en lien avec non seulement le réchauffement climatique, mais tout ce qui va avec d'os des événements extrêmes et notamment aussi peut-être de l'évolution des zones que les gens vont vouloir fréquenter parce que cette carte des zones touristiques, elle risque probablement de changer. Et donc, est-ce que c'est un paramètre qui est vraiment pris en compte? Est-ce que le niveau d'information il est je sais pas, élevé? Est-ce qu'il y a un manque d'information? Est-ce qu'il y a une demande de la part des acteurs d'avoir plus d'informations? Puisque, évidemment, personne ne peut prédire très concrètement tous les effets du réchauffement climatique, mais il y a quand même des projections et des scénarios qui sont faits par le GIEC et par d'autres chercheuses et chercheurs qui ne sont pas forcément intégrés dans le dispositif du GIEC. Donc, ma question porte sur ça. Sur l'avenir. Je ne sais pas si l'un de vous veut réagir sur cette question du changement climatique. On en avait un peu parlé. C'est vrai que ça arrive brutalement aussi sur ces territoires-là. Charlotte? Ouais, je peux répondre un petit peu, parce que sur Porquerolles, on a utilisé la prospective comme outil de concertation. Voilà, donc ça a une très grande richesse heuristique pour que les gens prennent conscience. En tout cas, ils ne prennent pas conscience, c'est qu'on partage notre prise de conscience, parce que je pense que maintenant tout le monde est assez averti des risques. En tout cas les gens qui étaient là. Sur le changement climatique, les risques, donc effectivement en bord de mer, risque extrême, on a vu Méditerranée, de risque incendie. Je ne vous cache pas que la mer monte, donc il y a un front de mer qui est quand même relativement menacé. Il y a un biseau salé qui avance, donc il y a aussi des questions d'eau douce qui vont se poser à des grandes échelles. Il y a des questions de canicule, etc., qui font que on n'a plus forcément envie de se déplacer. Ou en tout cas, il y a l'État tout d'un coup qui vous dit bougez plus de chez vous. Alors je me souviens, je sais plus, c'était il y a 2 ans, où on avait dit canicule. À Porquerolles, ils disaient mais nous il fait bon, on n'a personne. Et ils étaient furieux, parce qu'ils avaient l'air frais. Mais effectivement, ça bouscule. Ça va bousculer sûrement les saisons de tourisme, parce que déjà les arrière-saisons elles sont beaucoup plus agréables. On l'a vu avec les grands incendies dans les Landes. Ça a sûrement marqué beaucoup de touristes aussi. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus descendre dans le sud de la France. Il y a eu un report énorme en Normandie, Cotentin. Bon, il se trouvait que l'année d'après, il y a eu une grosse pluie tout le mois de juillet. Donc, je ne sais pas où ils vont aller cette année. Donc, forcément, ça bouscule. Je pense que les gens vont réserver de plus en plus à la dernière minute. Ça va être de plus en plus climato-dépendant. Il y a des vrais risques. Et là, je ne sais pas, sur le Languedoc-Roussillon, en tout cas les PO, accueillir quand on n'a pas d'eau, ça devient hyper angoissant. Je pense qu'effectivement, ça va changer notre relation aux vacances. Il y a la question du prix des déplacements, du prix du pétrole. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à se payer des voyages comme ça à longueur de temps? Est-ce qu'il n'y a pas des espaces à redécouvrir près de chez soi? Moi, je pousse vraiment... la nature en ville, c'est super, mais il y a tous ces espaces où aujourd'hui on voit des kilomètres de supermarchés, d'autoroutes, de béton, de machin, et qui fait qu'on est obligé de prendre sa voiture pour aller juste trouver je sais pas, à Toulouse, combien de temps il faut rouler avant de trouver un paysage qui est satisfaisant? À part le long du canal et un peu tout le monde dit ça. Il faut faire au moins 3 quarts d'heure pour aller à Saint-Ferriol, pour arriver au premier coteau, etc. Et entre-temps, on a un paysage qui est quand même dont on n'a pas pris soin. C'est-à-dire qu'il faut reprendre soin de tous ces chemins ruraux qu'il y avait, etc. Peut-être qu'on aurait moins besoin de pousser à 1h30, 2 heures de voiture si on avait ça à côté de chez nous. Alors, il y a une contribution de Jean Micou, qui est le directeur du comité départemental du tourisme de la Haute-Garonne, qui aborde cette question des enjeux pour les acteurs sur le changement climatique. Et Steve, vous vouliez également répondre et réagir? Oui, parce qu'en fait,
Ça fait écho à ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui, on ne va pas dire aux gens de changer de métier. En réalité, alors évidemment, ce n'est pas nous qui allons le dire, mais c'est la question politique fondamentale. C'est-à-dire que là, on est dans une impasse économique et écologique, et donc soit on attend que les choses se dégradent, trajectoire... Alors, il y a des cas de stations qui, de toute façon, elles n'ont pas beaucoup d'instruments, donc elles meurent parce que les gens ne viennent plus. Ou parce qu'il y a des changements de mode lourdes et en situation compliquée. Ça va encore lourde, mais quand même, le déclin des hôtels est assez spectaculaire. Donc on aurait comme ça des exemples. Donc en fait, soit on prend politiquement, enfin d'ailleurs, c'est pas on, c'est, enfin si, c'est collectivement, politiquement, la question à bras-le-corps, honnêtement, soit on continue à gérer à la petite semaine. C'est-à-dire soit en fait, on fait de la concertation, planification, mais de manière sérieuse, sans dire... mais vous êtes contre nous, voilà, vous parlez du changement climatique, vous dites que nos stations sont condamnées, vous êtes contre nous. Mais enfin, si la neige tombe plus, s'il fait trop chaud, s'il n'y a plus d'eau, la situation va quand même être compliquée. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est simplement les faits. Il y a d'autres éléments quand même fondamentaux pour le tourisme, c'est qu'il y a aujourd'hui une situation géopolitique qui est extrêmement compliquée. On produit pas beaucoup de l'énergie qu'on consomme en Europe. On a très peu de matières premières. En gros, si on regarde un ensemble de choses de manière honnête, si on se projette un peu dans un futur relativement proche, il y a quand même de grandes difficultés à prévoir sur nos modes de déplacement et sur l'économie. Donc, en fait, la responsabilité politique collective, ça serait de poser ces choses-là de manière honnête et qu'on puisse en discuter. Et peut-être, pour des territoires, enfin, je ne vois pas comment Disneyland, en 2050, le territoire de Disneyland, oui, alors ils peuvent attendre que tout s'écroule, mais peut-être qu'il y a des choses à faire. Nice, Nice qui vit sur les touristes internationaux, de même, ils peuvent attendre que tout s'écroule, mais peut-être que ça serait bien aussi de le prévoir, de le penser avant, et d'essayer de réfléchir à ça. Et c'est, je pense, la question politique fondamentale que vous avez posée et qui passe par de la concertation, de la planification, de la projection prospective, et à faire très vite, en fait. Oui, juste pour compléter un point, en fait, je pense qu'il faut changer un petit peu de paradigme. Il faut que nos amis économistes nous aident. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère qu'un secteur économique est important lorsqu'il est celui qui génère le plus de revenus et celui qui est souvent en situation de monopole. Avec l'activité touristique, il faut juste se dire que moins le territoire sera dépendant de l'activité touristique, plus ce secteur sera important. D'accord ? Et ça, c'est un changement total. Et donc, on a toujours envie d'être le plus fort et de dire, pour être le plus fort, d'où les 100 millions de touristes. On va mettre les 100 millions de touristes. On ne va pas se lancer sur les calculs, parce que sinon, je pense qu'il faudra enlever peut-être des zéros. Mais sur cette histoire-là, voilà, c'est juste ça. Il faut changer la manière dont on approche le tourisme, parce que je le répète, et on le répète, on l'a tous dit, le touriste vient sur le lieu de production, et un coup, c'est l'augmentation du pétrole, un coup, c'est la pandémie, un coup, c'est la crise économique, un coup, c'est un problème climatique, etc. Donc, quand il n'y a pas de touristes, il ne se passe rien. Donc, il ne faut pas être dépendant du tourisme quand on est un territoire. Et ça n'empêche pas des acteurs de vivre de l'activité touristique pour certains. Mais ils ne peuvent pas vivre aussi, pour la plupart, que de ça. Voilà. Moi, je effectivement compléter. En fait, notre territoire, ça peut paraître... Enfin, moi, quand je me suis posé la question, on m'invite à une table sur le surtourisme. Moi, le surtourisme... encore une fois, voilà, on en revient à la question de départ. C'est une définition qui colle pas trop. Le Canigou, c'est un lilliputien dans le panthéon des sites touristiques si on prend une approche purement quantitative des choses. Nous, on n'a pas de stratégie marketing à l'international ou autre, ou ce genre de choses. C'est une montagne qui est au cœur d'un triangle métropolitain, Toulouse, Montpellier, Barcelone. Il y a 9 millions d'habitants à 2 heures de route de toutes nos portes de sites. Et effectivement, c'est plus une logique de récréative ou de loisir. Et du coup, je pense aussi que ces territoires qui ne sont pas surfréquentés, mais pas sous-fréquentés non plus, il faut qu'on soit honnête là-dessus, en fait, ils ont une certaine résilience et ils sont, du coup, le fait d'avoir une sorte de moindre dépendance, et d'où l'importance aussi tout à l'heure, parce que par rapport à ce que vous évoquiez, le tourisme, c'est pas la terre brûlée, quoi. C'est un équilibre. Nous, on a besoin de l'élevage, parce que l'élevage, c'est les paysages maintenus ouverts, c'est un risque incendie qui est amoindri, on a besoin de l'artisanat, on a besoin de tous ces autres secteurs d'activité,
Et je crois que c'est cette logique d'équilibre. Et il faut aussi être, alors sans parler de décroissance ou autre, il faut savoir aussi se contenter et optimiser ce qu'on a actuellement, sans forcément toujours vouloir plus. Et nous, d'une certaine manière, à l'échelle du territoire, c'est un peu ça notre stratégie. On est passé d'un monument à une destination. C'est pas forcément beaucoup plus, mais c'est mieux. C'est plus équilibré, c'est mieux réparti, c'est plus pondéré. Ça nous permet effectivement de mieux absorber certains chocs ou certaines crises. Et là, effectivement, la période Covid, par exemple, a passé un peu au révélateur tous les territoires par rapport à leur dépendance à tout ça. Et je crois que voilà, c'est pas justement des Disneyland hors sol qui sont bodybuildés au marketing international, carboné à fond, etc. Je crois que c'est un message de sobriété, de ménagement des sites et d'équilibre, de juste équilibre locaux qui vont faire que l'acceptabilité va être là, qu'on va avoir une montagne qui a du sens, l'esprit des lieux, qui est une notion importante dans notre réseau des grands sites de France. Je pense que ce n'est pas un vain mot, c'est quelque chose qui est certes très subjectif, mais qui est hyper important à considérer. Et voilà, cette approche sensible, elle est importante aussi. Et alors, vous en avez parlé plus ou moins de tous, cette notion de Covid et de changement. Alors, changement par rapport au futur, changement par rapport aux transitions des pratiques. Est-ce qu'on a vraiment vu un impact du changement? Parce que ça a été évoqué, notamment, on voit qu'il commence à y avoir des changements dans les mentalités sur est-ce que je prends l'avion, est-ce que je ne prends pas l'avion, parce qu'il y a le tarif, forcément, mais il y a aussi cette idée qui commence à rentrer dans la tête qu'il ne faut pas forcément faire des milliers de kilomètres en permanence. Est-ce qu'on commence à voir un changement dans les pratiques des touristes? Alors, bon touristes ou pas touristes, mais est-ce que c'est des pratiques qu'on commence à sentir? Parce qu'on le sent chez les professionnels, on le sent dans les études qui sont menées, dans les études prospectives qui sont travaillées. Est-ce que ça se sent aussi chez les visiteurs, les fréquentants, on a pris plein de mots? On va le faire, je pense, à plusieurs voies, mais premier élément, oui, on le sent. Alors, juste la pandémie est sans doute un accélérateur d'un phénomène qui était déjà en train de se construire. Ça n'a pas été le déclic. Par contre, ce que je pense aujourd'hui, c'est qu'on a un système à deux vitesses. On a une prise de conscience de certains touristes qui, effectivement, vont moins prendre l'avion. On a les territoires qui réfléchissent sur ces questions-là, etc. Mais on a une société qui est encore restée campé sur un vieux modèle. Je m'explique. On parlait tout à l'heure du tourisme de proximité. Socialement, quand je dis je suis allé à 1 km de chez moi ou à 5 km de chez moi et j'ai traversé la planète, ça ne fait pas le même effet dans la société. Donc il va falloir que la société évolue, et sans doute peut-être nos collègues du marketing aussi peut-être, mais aujourd'hui le tourisme de proximité, moi je suis un peu inquiet sur tous les territoires. Je suis un fervent, c'est-à-dire partisan du tourisme de proximité, mais je suis inquiet parce que si la société ne bouge pas très vite, et la crise de 2008, si vous vous rappelez, nous l'a un peu enseigné. Tout le monde s'est replié sur soi-même, mais dès que les conditions sont revenues, tout le monde est reparti. Voilà. Et aujourd'hui, il faut juste regarder les chiffres des aéroports. Et Jean est encore là, il les connaît mieux que moi. Il est là. Les chiffres des aéroports, le nombre de vols aujourd'hui ne cesse d'augmenter. Voilà, donc on dit personne ne prend l'avion, mais alors soit les avions voyagent à vide, mais il se passe quelque chose. Non, mais parce que socialement, il faut afficher ces destinations, il faut afficher d'être allé loin pour exister socialement. La transition n'est pas faite. Est-ce qu'il y a une ultime question, une remarque, On a épuisé le sujet? Ainsi s'achève cette rencontre sur tourisme, une fréquentation contre nature proposée dans le cadre du cycle Borderline, les limites en débat dans le champ des sciences et du vivant. Un grand merci à nos 4 invités, Charlotte Michel, Pierre Torrente, Steve Agimon et Florian Chardon. Alors Borderline, on l'a dit, c'est une émission qui est coproduite par la mission Agrobiosciences INRAE et le Quai des Savoirs, avec le concours aujourd'hui de Camille Job, Francesca Ezeli-Bakita, Valérie Péan, Bastien Daillou et Mounia Grout. À la prise de son ce soir, Laurent Codoul. À la vidéo, Renan Larzul et Tristan Delaunay. Une réalisation d'Arnaud Maisonneuve. Rendez-vous en octobre prochain, donc le jeudi 2 octobre, même heure, même endroit, pour une rencontre
cette fois sur manger durable, des régimes alimentaires sur le gris. Voilà, je vous remercie vraiment beaucoup. Merci à tous. Au revoir, à bientôt. Au revoir, merci beaucoup.